Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, un épisode un peu exceptionnel. Enfin, moi, j'ai trouvé exceptionnel. Vous savez, il y a des soirées comme ça, on n'a pas envie d'y aller, on s'attend à rien. Et en fait, c'est les meilleures soirées de notre vie. Et bien, l'épisode du jour, c'est un peu comme ça. Très souvent, les épisodes que j'ai, je fais venir des invités que je connais déjà, avec qui moi j'ai échangé sur les réseaux. Il y en a que je connais dans la vraie vie, il y en a que j'ai vu à des événements. Là, j'avais un invité, je savais rien de lui avant d'avoir démarré, à part une toute petite description qui m'a donné envie justement de l'inviter sur le podcast. Et je savais rien de lui. Et il y a eu comme, parfois ça se passe super bien avec les gens et ça a été le cas. Donc je m'attendais à rien et je trouve que c'est un super bon épisode. J'étais trop content de le faire, notamment parce que c'est des sujets que je connais un peu moins bien. Voilà, l'immobilier, je suis rodé. J'ai acheté 1 million d'euros l'an dernier, vous le savez. Avant j'avais acheté, ça fait déjà 10 ans que j'achète de l'immobilier. Là on est sur des sujets un peu différents, même si il y a toujours de l'immobilier. Mais on va parler pas mal de business physique et notamment donc avec Joe, il m'a contacté suite à l'épisode avec Nico s'endetter jusqu'au sang, qui est mon épisode d'ailleurs le plus écouté. Donc Joe, il m'a contacté parce qu'il a fait 1 million de choses. Il a 35 ans, on a l'impression qu'il a vécu déjà 5 vies professionnelles. Donc il a pipoté un peu son CV en Australie pour bosser pour un énorme groupe de casinos. Il a géré et il gère encore au moment où on a enregistré un Starbucks. Il a eu des salles de sport, il a eu un bar à bière. Il fait de l'IMO en France, en Espagne, tout cartonne, il a tout vendu. Il a vendu plein de business aussi. C'est assez rare de voir des personnes qui vendent des business, notamment des business qui fonctionnent. Donc vraiment, c'est une source d'inspiration si vous vous demandez combien on peut être payé quand on bosse pour des casinos en Australie. Vous allez savoir si vous vous demandez combien ça coûte d'ouvrir un Starbucks. C'est une question qu'on se pose, les franchises et tout. Il va vous le dire. Il a aussi été banquier pro. Il va vous dire combien génère son Starbucks, alors qu'il y allait que 2 à 3 fois par an. C'est des chiffres hallucinants. Et les salles de sport, la marge que vous payez sur les bières que vous payez au bar. Je me doutais que c'était des marges élevées. J'ai un ami qui a une franchise de bière. Mais là, il me l'a bien confirmé les chiffres. Donc maintenant, j'en suis conscient. Donc c'est vraiment un épisode exceptionnel. Et puis il va nous expliquer en Espagne. Et notamment, il y a une opportunité de location courte durée qui existe en Espagne, qui n'existe pas du tout en France. Il va nous la présenter dans cet épisode. Sinon, on est le mercredi 12 avril. Normalement, j'enregistre les intros tout juste avant de publier l'épisode. Pourquoi j'enregistre si tôt? Parce que je pars à Istanbul jusqu'à mardi. Donc, j'aurai pas le temps en fait. Je ne vais pas faire une intro à l'arrache ou encore pire, rater la publication du podcast le mercredi matin s'il y a un problème avec le vol, si je suis trop fatigué. Donc voilà. L'épisode de la semaine dernière, donc on parlait baisse des prix immobiliers, hausse des taux. Visiblement là c'est la première journée et il a déjà bien cartonné, il a fait plus d'écoutes que tous les 5 derniers épisodes, donc merci, visiblement le sujet vous a touché. J'ai eu un petit retour de Florent avec qui j'avais fait l'épisode du guide du squat, avec qui j'étais au Brésil. Il m'a dit également que selon lui l'inflation, et il a pas tort bien sûr, il a même plutôt raison, elle est aussi liée en partie à la baisse de l'euro. Et oui, si vous voyagez, moi j'étais aux États-Unis l'été dernier, j'ai bien vu, c'était au moment de la parité $1 pour €1, que ça coûte bien cher. Donc effectivement, en plus de toutes les raisons que j'ai pu évoquer dans l'épisode précédent, la faiblesse de l'euro, notamment par rapport à l'achat des matières premières qui sont encore pour le moment libellées en dollars. Il y a des discussions avec la Chine pour peut-être que pour une partie du monde ce soit changé, on verra bien. Mais en tout cas, la faiblesse de l'euro par rapport au dollar et par rapport à d'autres monnaies, le franc suisse, nous on connaît bien dans l'Est, les personnes qui travaillent en Suisse, elles gagnent beaucoup mieux leur vie qu'avant. Mais si vous voulez aller en Suisse pour les vacances, ça pique. D'ailleurs, je ferai un épisode avec des personnes qui travaillent en Suisse. Ça fait longtemps que j'ai ce projet. Mais bon, voilà, j'essaie de coller à l'actualité, d'avoir des invités, de faire au mieux. Donc je vous souhaite une très bonne écoute avec Joe. Avant de terminer, bien sûr, ce podcast, si vous voulez nous rejoindre au Club Invest, donc vous le savez, avec mon associé Michel, on accompagne des investisseurs plutôt débutants, même si vous avez quelques biens, mais on va dire moins de 10 biens. Vous pouvez nous rejoindre. Il y a une place qui vient de se libérer. On essaye de ne pas avoir plus que 10 membres. Et là, bien sûr, l'idée, c'est que les membres, ils restent que quelques mois jusqu'à être autonomes dans leurs en général, ça se passe, ils font 1, 2, 3 achats. Et puis ensuite, ils considèrent qu'ils sont autonomes et ils s'en vont.
Là, c'est le cas d'un des membres. Longue vie à toi pour tes investissements. Et du coup, Michel, il a une place. Si vous voulez prendre un appel gratuit, vous allez sur mon site grosbillet.com. Vous pouvez réserver un appel. Et ça se passera bien, c'est gratuit, ça se passe bien, on s'arrange, on est dispo quasiment 24 heures sur 24. Et là, on a des membres qui ont eu, mine de rien, avec la hausse des taux, qui ont fait des super bonnes affaires, donc des biens qui plus que s'autofinancent en payant tout. Je pense à Nicolas, on a Damien qui a acheté son premier bien, voilà, cette semaine. Aujourd'hui, les deux nouvelles sont tombées. Ça tombe toujours et moi, ça me permet de toujours être en contact avec le marché de l'IMO. Même si je digère encore mon 1 million d'euros, je termine à peu près. J'ai pas encore tout fini, les travaux, les petits aménagements qu'il fallait pour les appartements que j'ai achetés sur la fin d'année dernière. Mais on arrive au bout. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute avec Joe. Si vous voulez partager l'épisode, ça me ferait plaisir. Et dernier point, je vous avais parlé que je ferais un tirage au sort pour les personnes qui ont partagé en story les épisodes. Je vous ai pas oublié, j'ai pris en print screen tous les tirages au sort. Et je suis passé en speed en France pour Pâques, en plus il y avait plein de jours fériés. Donc je ferai le tirage au sort quand j'y retourne. Et comme ça, je pourrai vous envoyer les livres depuis la France. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Comme toujours, pensez à liker, commenter, partager. Je sais qu'on vous le dit 10 fois par jour si vous écoutez des podcasts, mais pour nous, c'est important. On est seul avec nos micros, vous comprenez, on est seul. Et donc, encore là, aujourd'hui, à Faker, qui était dans l'épisode d'il y a 2 semaines, qui me dit « j'ai eu des retours, merci beaucoup ». Et moi, j'ai eu 0 retour sur l'épisode, parce que pourquoi ? Les gens ils me connaissent, et donc ils vont plutôt parler à l'invité qu'à moi. Mais moi, je suis tout seul avec mon podcast, tout seul avec mon micro, et maintenant, j'ai une sorte de mousse en plus isolante. Du coup, je sais pas si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Si vous commentez, likez, voilà, je sais que ça vous a plu. Si vous partagez en story, je sais que ça vous a plu et ça me fait trop plaisir. Et je suis très proche de 6000 abonnés sur Instagram, mais j'y suis toujours pas. Donc en plus, ça m'aiderait grandement à perpétuer cette tradition du podcast chaque semaine depuis plus que 2 ans. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute avec Joe. Et on se retrouve de l'autre côté avec lui. Pensez à prendre vos cahiers de notes et à prendre une bonne leçon de gros billets. Et bonjour, bonsoir, peu importe l'heure qu'il est. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et là, on a un sacré invité aujourd'hui, la personne de Jonathan. Salut Joe, comment ça va ? Salut Thibaut, ça va et toi ? Ça va super bien. Tu m'as contacté suite au podcast. Alors, je vais faire une annonce que vous savez sûrement pas. Le podcast avec Nico Labatte, ouais, je crois que c'était. S'endetter jusqu'au sang, c'est mon épisode le plus écouté, alors que c'est un épisode quand même assez récent. Les dettes, j'ai l'impression que les dettes, c'est vraiment le truc qui marche bien. Écoute, je te laisse te présenter rapidement, et puis j'aime bien que les invités, ils partagent une petite anecdote d'un boulot qu'ils ont pu faire. Ouais. On en a parlé en off, je suis sûr que tu as plein de choses à raconter. Salut tout le monde, donc je m'appelle Jonathan, je viens d'un petit village en Deux-Sèvres, à Parthenay exactement, et ça fait 15 ans maintenant que je vis sur Pau, dans le sud-ouest. Au niveau, je dirais, de l'anecdote, moi je parlerais bien de mon premier réel emploi, on va dire au-delà des petits boulots quand t'es étudiant, etc. Je dirais quand t'es jeune. Je suis parti en fait faire une césure en Australie. En 2008, donc j'ai quitté la France. Moi, je suis quelqu'un qui n'avait pas beaucoup voyagé à la base avec mes parents, etc. Donc j'étais à l'autre bout du monde. Et en arrivant en Australie, donc il fallait trouver un travail pour pouvoir subvenir à ses besoins et se faire une expérience, etc. Et en fait, tous mes copains sont partis sur des petits boulots, food picking, en laverie, en restauration. Enfin voilà, je dirais des ça, les avocats, souvent cueillir les avocats là, c'est le truc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans les restos, il y en a beaucoup à l'étranger. C'est les boulots entre guillemets les plus simples à obtenir quand tu pars à l'étranger et que tu parles pas beaucoup la langue, ce qui était mon cas entre guillemets à l'époque. Et en fait, je me suis dit, franchement, quitte à être à l'autre bout du monde, personne me connaît. Est-ce que je pourrais pas, améliorer un petit peu mon CV avec quelques expériences, je dirais sympathiques, pour me trouver un boulot entre guillemets un peu mieux que ce que j'aurais pu trouver, je dirais, de base là-bas. Et donc du coup, en fait, je me suis fait un faux CV avec différentes expériences sur des grosses entreprises françaises. Bon, à l'époque, j'avais 21 ans, donc j'étais quand même relativement jeune.
C'est ça, il y a prescription il y a plus de 10 ans. Et je me suis mis des expériences, je me rappelle, chez LVMH, parce que franchement, ça parle à tout le monde, le luxe à l'étranger, etc. Je m'étais mis quelques petits postes sympas sans non plus trop abuser sur le CV. Et j'ai mis mon CV en fait en ligne sur des sites de recherche d'emploi en Australie. J'ai postulé à différentes annonces. Et un jour, ça a mordu. Je reçois un appel, en fait, je me baladais dans un centre commercial, et là, une femme qui m'appelle, blablabla, en anglais, etc. Et moi, je parlais pas très bien anglais, et j'ai marqué que j'étais anglais fluent, etc. Surtout là-bas, c'est hyper galère de comprendre. C'est Ouais, je me compliqué, il y a rappelle. les accents propres à chaque pays et tout, et c'est vrai que bon, j'avais un anglais scolaire, hein, donc autant te dire, pas le meilleur anglais qui existe. Et là, elle me parle, je comprenais pas grand-chose qu'elle me disait, et je lui dis, écoutez, je suis désolé, c'est super bruyant en anglais et tout. Et elle me dit, mais attendez, je suis française. Ah, je dis, ah bon et tout. Elle me dit, oui, oui. Donc, elle me pose quelques questions, etc. Et elle me dit, écoutez, on aimerait vous rencontrer pour un entretien. Donc, elle me donne l'adresse sur Sydney. Donc, je dis, bah, écoutez, pas de souci. Donc, on va se rencontrer. Bon, je me dis nickel, hein, une première piste. Je savais même plus quelle entreprise m'avait appelé. J'avais tellement postulé, si tu veux, que c'était noyé Comme dans quand tu la recherches masse. des apparts, tu sais plus que C'est oui, ça. bonjour, vous avez appelé pour un appart. Ouais, en fait, j'ai passé 30 coups de fil ce matin. Donc... C'est exactement ça. Mon CV a fait le tour des plateformes et tout, donc j'ai dit bon allez, je vais à l'adresse. Et donc l'adresse, ça s'appelait ITS Management. Je regarde sur internet, je vois rien, pas d'entreprise. Enfin, je vois l'entreprise, mais pas d'activité ou rien qui me laissait, comment dire, présager de ce que j'allais pouvoir y faire. Donc j'arrive le matin donc à l'entretien, je sonne un grand building à l'australienne, etc. J'arrive sur un accueil et là un peu particulier en fait. Le mur était tout blanc. Il y avait une secrétaire et genre, tu sais, pas de bibelot ou d'affiche ou le nom de la boîte écrit en gros comme tu peux voir, comment dire, dans les émissions ou dans les entreprises Ouais. en général. Et donc, je lui dis, bah, écoutez, j'ai un entretien donc avec un manager pour un travail. Et donc là, elle appelle quelqu'un qui me reçoit dans un bureau qui lui aussi était tout blanc, d'accord? Donc, Genre pas service secret, le tricot, la mafia. exactement. Je me dis, je suis tombé où? Ils vont me kidnapper, je savais pas et tout. Et là, en fait, je m'étais dit avant d'arriver, franchement, je suis français, je suis à l'autre bout du monde, ils vont forcément me demander d'où je viens, etc. Donc j'ai préparé un petit laïus en anglais, appris par cœur la veille, comme quoi je venais de Pau, les montagnes, etc. pour histoire de meubler un peu le temps, parce que j'ai dit, ils vont vite voir que mon anglais est très basique, d'accord. Et donc là, le manager donc m'accueille, etc. Me pose évidemment la question, qu'est-ce qui t'amène ici en Australie? Donc je lui explique l'école de commerce, je viens de Pau, les montagnes, etc. Donc tout se passe super. Il me dit, écoute, j'aimerais te faire un test d'anglais à l'écrit. Donc, je fais un test sur quelques lignes. Il me demande de réexpliquer ce que j'ai pu faire, etc. Donc, par écrit. Donc, l'écrit, ça allait plutôt bien. Et à la fin, il me dit, bah, écoute, franchement, c'est nickel. Donc, je t'explique, tu seras payé $25 de l'heure, $50 les heures sup et $100 les dimanches et jours fériés. Alors, dans ma tête, donc, c'est dollars australiens. Je me fais le calcul. Enfin, à l'époque, en 2008, le SMIC en France, il était à 8,50 € dans ces Ouais. eaux-là. $25 de base, ça fait 15 € net. C'est le double. Donc je me dis, mais attends, je me dis, c'est super, mais c'est quoi le travail? Et donc là, je dis au manager, je dis, mais excusez-moi, mais je dis, en fait, c'est quoi le travail? Je savais même pas la boîte, ce qu'elle faisait. Enfin, je savais rien. Et là, en fait, comme à la télé, il ouvre la porte de son bureau. Et en fait, il y avait un open space de 2000 mètres carrés. Et c'était les bureaux du plus grand casino du monde. C'est le groupe Casino Rewards qui compte 22 casinos dans le monde, donc des casinos de jeux en ligne. Et il y avait tous les services financiers, etc., qui étaient donc dans ces bureaux. Donc là, pour le coup, il y avait des affiches partout. Il y avait les gros compteurs à euros, les gens qui déposaient en ligne à l'instant T, on savait les dépôts. Enfin, franchement, c'était une ambiance de malade. Et donc, il m'explique qu'en gros, je vais m'occuper d'une partie de clients en Europe, donc des Français, des Allemands, parce que j'avais marqué que je parlais allemand. Et ça, heureusement, il n'y avait pas d'allemand le jour de l'entretien pour me tester mes connaissances. Ça m'est déjà arrivé de dire que je parlais allemand et de voir sur LinkedIn que la nana qui me faisait passer l'entretien, elle avait habité 1 an en Allemagne ou je sais pas, ça m'était déjà arrivé. Là, c'est compliqué. J'avais eu 3/20 au concours d'école de commerce en allemand, donc autant te dire mon niveau. Et donc j'ai commencé et je m'occupais en fait de pas mal de choses, tout ce qui était l'analyse des risques, par exemple. Par exemple, tu fais un retrait bancaire en Roumanie le matin et le soir tu déposais au casino depuis la Turquie, ça générait un risque. Et j'appelais le client, etc. Ou j'incitais les clients à dépenser de l'argent, à pas fermer leur compte, etc. Et donc ça a été une super expérience. En plus, t'es payé tous les 15 jours. Donc ça, quand t'es français, c'est génial. On est Surtout habitué quand t'as Exactement. Surtout quand t'arrives que t'es fauché, parce que je te cache pas qu'en arrivant, le billet à 1 000 € m'avait bien détendu. Je suis arrivé, j'avais plus rien concrètement. Et ce travail m'a permis franchement de gagner beaucoup d'argent durant cette période et de rentrer en France avec des sous pour investir. Trop bien. Et ouais, c'est vrai que l'Australie,
Moi, j'avais mon premier boulot, j'étais auditeur financier et j'avais un de mes collègues, il avait été serveur à l'Opéra à Sydney et D'accord. il disait qu'il gagnait, il gagnait largement plus quand il était serveur en Australie qu'auditeur financier où on bossait 60 heures par semaine comme des chiens à bac+5, quoi. Donc ouais, l'Australie, c'est vrai que pour ça, bon, Les c'est cher, salaires hein, sont top, ouais. les salaires ils sont bien, mais les loyers ils Moi, sont chers, hein. j'avais pris une coloc, j'étais en banlieue de Sydney, là, à l'écart, avec un Australien, un Polonais, une Chinoise. Et donc, en plus, c'était cool. J'avais instauré le petit repas hebdomadaire de chacun fait son repas de son pays, Ah, etc. Donc, même pour apprendre la langue, parce que franchement, au départ, c'était vraiment du basique, hein. Je répondais aux mails en faisant des Google Traductions pour te dire mon ah, niveau dans le truc. Et au final, à force de parler, bah, si tu veux, tu progresses, quoi. t'as pas le Et quand choix, je ouais. suis revenu de là-bas, j'étais bilingue. Ok, top. Et t'avais un peu d'argent Et pour, surtout, j'avais de l'argent, je faisais des virements, je me rappelle, vers le compte BNP en France, parce qu'il y a un partenariat avec la Westpac en Australie, c'est des banques partenaires. Et en plus, à la fin, j'avais fait un bon petit truc aussi, je m'étais payé un expert comptable. J'avais vu sur des forums qu'en Australie, tu peux récupérer tes impôts, en fait, ah, ouais, versés ouais. durant ta période de travail. Et j'ai payé un expert comptable de la main à la main, qui m'a permis de récupérer tous les impôts payés, en fait, en Australie. Donc, je suis reparti en plus de ça avec une enveloppe encore pas mal. Donc franchement, l'expérience a été top Ouais. et m'a permis de me lancer à fond dans le Voilà. travail. Le soleil, apprendre l'anglais et faire des groupes billets, le tout en Exactement. même temps. Donc voilà, parfois je sais pas si on peut dire ça, mais un peu jouer avec les règles, ça peut Ça peut aider, ouais. ça peut aider. Puis après, L'honnêteté ne paye pas toujours et la filouterie peut souvent payer, hein, c'est ça. ça. Puis je pense, tu vois, que inconsciemment, on a tendance, en règle générale, à se mettre des barrières, tu vois. Et c'est vrai que parfois, on s'auto-bloque entre guillemets. Et là, c'est vrai que pour le coup, ben, écoute, j'ai ouvert le spectre au plus large et puis ça a mordu. Mm. Je pense que c'est un truc qu'il y a souvent dans l'investissement immobilier, tu sais. En fait, on est tellement habitué quand t'es enfant et tout à toujours faire plaisir et à détester qu'on te dise non, que les gens ils osent pas faire des offres C'est ça. agressives, tu vois. Mais parfois je leur dis bah nous on a des membres là qu'on accompagne et je leur dis mais en fait si tu payes le prix que tu demandes là t'es contente, ça tirait. Et on me dit non. Je dis bah alors faut demander à moins, tu vois. Sinon tu demandes moins. Au pire t'as un an quoi, mais tu vas pas acheter un truc juste pour pour faire C'est plaisir ça. à quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on est vachement, toute ton enfance, on t'expliquait, voilà, qu'il faut être Ouais. gentil, il faut pas faire de vagues, à l'école c'est encore pire. Puis quand tu vois un bien, t'oses jamais faire d'offres trop agressives, sauf si vraiment il y a quelque chose de particulier. Et moi, j'ai un copain là-dessus qui vraiment est de bons conseils à chaque fois, Guillaume, qui à chaque fois me dit vraiment, tu fais une offre agressive et surtout, tu lui dis, elle est valable jusqu'à ce soir. Du coup, Ouais, en fait, je rajoute un élément de pression au vendeur ouais, et je lui dis que sinon, moi, demain, j'ai d'autres biens à voir et que je laisserai tomber. Du coup, le vendeur, il se dit, bon, ben là, j'ai du sûr jusqu'à ce soir. Et plusieurs fois, ça a permis, en fait, d'avoir des offres acceptées ouais. sur des prix où, honnêtement, j'aurais pas osé les faire parce que pour moi c'était manquer de respect aux vendeurs Mhm. et au final c'est passé parce qu'au final on connaît jamais le vendeur, son profil, sa condition, est-ce qu'il se sépare, est-ce que comment dire, est-ce qu'il est fauché, est-ce que tu vois ce que je veux dire, on sait jamais trop qui on Comment a il a affaire. payé le bien, est-ce qu'il en a hérité ou non, est-ce que, Exactement. voilà. Donc Mm. Je trouvais que c'était bien, moi j'ai beaucoup de biens avec un associé et en fait c'était pas mal quand juste un de nous deux visitait d'avoir le retour, l'autre, tu vois, hyper à ouais, froid, quoi, il s'était pas laissé, parce que même si on essaye de pas se faire embobiner par les agents IMO et tout, c'est mine de rien, ça. t'es quand même toujours influencé. Donc, pareil, s'il fait beau, c'est tout con, mais s'il fait beau dans un appart, quand C'est tu vas, que ça. c'est super clair, tu vas avoir un petit effet coup de cœur qui va te Ouais. faire, et donc, avoir l'autre qui est à froid, qui te dit non, c'est temps, tu vois, et ça, plusieurs fois, on a fait des bonnes affaires comme ça avec un qui était là, un peu avec des cœurs dans les yeux ou des Ouais. étoiles et l'autre il dit non c'est tant, on propose tant et puis après c'est passé. Après on s'est fâché avec beaucoup d'agents IMO aussi, hein, ça c'est sûr quand tu visites beaucoup. euh, Ok, top. Donc là, on a fait à peu près 1% de ce que tu as raconté en 10 minutes. Donc, on va enchaîner ensuite. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu étais en école de commerce, tu as fini ton Ouais, école, je pense. c'est ça en fait quand je suis revenu d'Australie. Donc moi j'ai choisi de faire l'apprentissage parce que si tu veux, bon l'école de commerce comme tout le monde le sait c'est très cher, hein, c'est 8 000 € l'année. Donc j'ai dit tiens pourquoi pas faire l'apprentissage. L'entreprise me paye mon école et en plus je gagne un salaire donc c'est plutôt sympa quand t'es étudiant, comment dire de gagner un peu d'argent. Et donc j'étais embauché à la Banque Populaire donc sur Pau où j'ai fait donc 2 ans d'apprentissage et après j'ai été embauché donc à la Banque Populaire toujours en CDI.
Donc sur le métier de conseiller pro, où j'ai pu apprendre, je dirais, c'était une très bonne école parce que j'ai appris comment monter des dossiers, comment fonctionnait le milieu bancaire pour pouvoir aussi éventuellement comprendre comment parfois le contourner par rapport à diverses demandes. Donc ça a été une super expérience. Et tu t'accordais des prêts pour les pros, C'est ça, pour les pros, sur des gym. créations, entrepreneurs, professions libérales, artisans, commerçants. Et tu vois, ce qui était bien, c'est que parfois j'avais, par exemple, 2 électriciens. J'en avais un qui gagnait énormément d'argent, qui avait les comptes toujours dans le vert, etc. Et j'en avais un qui faisait le même métier et qui était tout le temps dans le rouge. Et en fait, si tu veux, j'ai pu faire mon analyse en fait de qu'est-ce qui fonctionne pas sur une société, qu'est-ce qui a fait que celui-ci il a réussi ou celui-là a raté. Et ça a permis en fait, si tu veux, de me faire mon image de l'entrepreneuriat pendant ces 3 années. Ouais, en plus, t'es un peu dans le secret des dieux, c'est vrai. Moi, j'avais fait des études d'expert comptable et je connaissais un type, il avait été banquier. En fait, lui, il avait décidé de reprendre les études pour être expert comptable quand D'accord. il avait vu les payes des experts comptables qui tombaient sur les comptes. C'est vrai que toi, t'as accès aux comptes. Tu vois, Tu vois tu vois les métiers qui rémunèrent bien, les ouais. métiers qui rémunèrent moins bien, et tu vois les gens qui sont bons dans leur travail, ceux qui sont moins bons aussi, notamment au niveau de tout ce qui est entrepreneur, parce qu'au final, c'est vrai que d'un restaurant à l'autre, tu as des chiffres qui varient totalement. Pourtant, parfois, ils font la même activité, et c'est vraiment, je dirais, des capacités du gérant à être gestionnaire qui font que certains commerces marchent mieux que d'autres. Moi, on m'avait toujours dit à la banque, et ça, c'était mon tuteur à l'époque, qui m'avait dit, si un jour tu dois faire le choix entre un bon gestionnaire et un bon professionnel au niveau d'un dossier de crédit, il me dit prends le bon gestionnaire. Parce qu'il me dit le bon gestionnaire, même s'il est pas techniquement bon, c'est pas le meilleur artisan ou le meilleur restaurateur, il sait combien va rentrer, combien va sortir, et tu seras pas embêté avec lui. Et c'est vrai que dans les faits, ça s'est toujours vérifié. Parfois, j'avais des très bons artisans, mais qui avaient de l'argent dehors en permanence, les fournisseurs les relançaient. Enfin, c'était vraiment de la gestion approximative. Et à côté de ça, des artisans, franchement, qui étaient vraiment pas top et qui pourtant gagnaient très bien leur vie. Ouais. Ah ouais, on en revient au mérite, voilà. Le mérite, l'argent et le mérite sont pas toujours liés. C'est Et ça. c'est vrai, t'as des artisans, en fait, on le voit tous. Quand tu fais des travaux, c'est hyper cher. Et quand tu vois des artisans, Ouais. il y en a plein qui galèrent. Donc, Ouais. tu te dis, mais comment ça se fait? Mais après, tu comprends, moi. Ma mère, elle avait fait des travaux. Elle devait 7-8 000 euros à un électricien. Il avait juste à mettre encore une lampe. Ouais. Ça a duré plus que 6 mois, et je dis, mais le gars, mais comment il peut s'asseoir sur tellement... Après, je l'avais vu, en 2 heures, c'était réglé. Et j'ai dit à ma mère, tu payes surtout pas, là, tu dois 6-7 000 euros, il vient même pas poser la lampe. Alors, punaise, si tu lui payes tout. Souvent, c'est des soucis d'organisation, Mais de gestion. le gars, il passe, il roule. C'est ça. Puis ils prennent tellement de chantiers parfois que j'en ai vu beaucoup trop monter en fait et derrière se casser la figure parce que apprendre trop de chantiers, suffit qu'il y ait une coquille sur un chantier. Ça décale tout et après c'est c'est de la cavalerie permanente quoi, récupérer les acomptes pour payer le chantier d'avant et c'est des boîtes qui partent au carton quoi. Ok, très très intéressant et ouais c'est vrai que c'est une bonne expérience. Donc t'as eu le côté casino, le côté banque. Toujours argent, toujours branché gros billets. Ah ouais. Je pense pas qu'il y avait le compteur comme ça, la flashy, tu sais. Et ok, ensuite qu'est-ce que t'as fait? Donc, je me suis associé donc avec mon meilleur pote d'enfance, qui était lui aussi donc à l'école de commerce et lui aussi en banque donc chez BNP, et on a ouvert un restaurant Subway à Toulouse. Donc en 2012, on avait à l'époque 23 ans. En fait, on avait toujours eu ce projet, si tu veux, d'entreprendre avec Julien, donc mon associé, mais on savait pas forcément quoi faire. Et comme on s'est souvent dit, on n'a pas l'idée révolutionnaire de Zuckerberg ou de Jeff Bezos ou autre, mais on n'est pas trop bête. Et je pense que si on nous montre un modèle qui fonctionne, on sera, tu vois, le reproduire et faire, faire croître l'activité, etc. Et donc, on avait découvert Subway, en fait, en Australie. Moi, je connaissais pas du tout Subway. Donc, des sandwichs à la demande, où on choisit sa viande, ses légumes, etc. Et donc, on a contacté Subway. Donc, on leur a dit, on a envoyé un dossier de candidature et on a été reçus à Toulouse. Au départ, ils nous ont refusé parce qu'on était trop jeunes, on avait 23 ans, mais on leur a dit, attendez, on a 23 ans, on bossait en banque, l'apport pour le projet, c'était pas, un héritage ou quoi que ce soit, c'était de l'argent qu'on avait, gagné à la sueur de notre front. Et donc, on a fait le forcing auprès de Subway et ils ont finalement cédé. Et ils nous ont donc validé, franchisé à Toulouse, et on a ouvert un premier restaurant, à Compense Caffarelli sur Toulouse, donc en juin 2012. Ok.
Et c'était combien les chiffres à peu près Donc c'est des franchises, tu payes C'est ça, des royalties. Alors le droit d'entrée chez Subway, il est vraiment pas cher. C'est limite un attrape-touriste, hein, c'est 10 000 euros. Et en soi, pour 10 000 euros, t'as rien. En fait, c'est juste ton droit d'entrée. Voilà, donc c'est ton ticket à l'entrée de la boîte de nuit pour rentrer, mais il n'y a pas de consommation comprise. Donc on a payé droit d'entrée et derrière, t'as 12,5 de royalties. Donc c'est là que je dirais du chiffre d'affaires. Donc tu vois, nous on a un gros restaurant qui fait plus de 700 000 euros. Donc depuis 12 ans, je te laisse calculer les montants reversés à Subway. En plus, ils te prélèvent à la semaine. Ils sont malins, hein, histoire que la dette ne monte jamais trop. Ils te prélèvent chaque semaine, tous les mercredis, ils te prélèvent sur ton compte. Et bon, après voilà, c'est le jeu. Il y a un concept, etc. Je crache pas dans la soupe. Et t'as leurs fournisseurs et tout, quoi. C'est ça, en fait, t'as les usines Subway qui sont en Europe de l'Est ou ailleurs. Le poulet, par exemple, va venir de Thaïlande. Enfin, il y a des choses un peu parfois, improbables, mais c'est que des fournisseurs Subway. Donc, en plus, ils marchent aussi un peu sur les produits, forcément. Mais ils t'apportent, un concept qui est quand même, je trouvais intéressant, qui changeait un peu de McDo, etc. Tu vois, c'est un peu plus healthy à l'époque, en tout cas. Et puis, de pouvoir choisir, en fait, ton sandwich, t'en faire un différent tous les jours, c'était quand même plutôt cool. Mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup le vent en poupe là dans ces années-là. Puis là, j'ai appris il y a pas longtemps, je connaissais bien l'histoire du mec qui avait maigri là. Je pense que tu la connais. Oui, bien sûr. Puis, en fait, le gars après, il est parti complètement en cacahuète et ça leur a fait beaucoup de mal à Subway. En fait, Subway, si tu veux, c'est une très bonne enseigne. Bon, c'est la plus grosse franchise du monde. Il y a 50 000 restaurants dans le monde Subway, devant McDo, devant Burger King, ce que tu veux. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, la politique de développement a été d'ouvrir, peu importe avec qui, peu importe où. Et donc ça, si tu veux, ça a été une politique à très court terme, parce qu'à ouvrir n'importe où avec n'importe qui, 2 ans après, il y a eu des vagues de fermeture et l'image, je dirais, de Subway a été ternie. Moi aujourd'hui, je te dis franchement, ça fait 11 ans que j'ai un Subway. À chaque fois qu'on me demande ce que je fais dans la vie, que je dis que j'ai un Subway, tout le monde me dit ah ouais, Subway c'est la franchise qui marche pas, alors que j'ai mon restaurant qui est dans le top 20 des plus gros Subway de France. Et mais je pâtis en fait en permanence parce que les gens ont cette image de la franchise qui ne fonctionne pas chez Subway. Un peu, je sais plus, c'est vrai, l'autre fois, j'étais à Beaune, dans une sorte de zone industrielle un dimanche. Enfin, c'était vraiment le truc, limite, j'étais tout seul, c'est la dernière fois que j'ai mangé, ouais. Et, ok. Et, juste, je voulais revenir, donc t'as les 10 000 euros donc, en fait, pour voir, quoi, tu payes pour voir. C'est ça, c'est comme au poker. C'est comme au casino, c'est pareil. Et ensuite, après, t'as des aménagements, c'est eux qui te, alors, en fait, le coût global d'un Subway, et je te remets ça dans l'époque, c'était en 2008, ça a beaucoup augmenté depuis, nous, à l'époque, le projet a coûté 400 000 euros. D'accord, il a coûté 400 000 euros. On a apporté avec Julien 35 000 euros chacun, donc 70 000 euros d'apport, ce qui était toutes nos économies. On a vendu, moi j'ai vendu ma voiture, je vivais dans 12 mètres carrés en banlieue toulousaine, dans un logement franchement que je louerais pas aujourd'hui à mes locataires, pour être transparent, mais je me déplaçais avec un vieux scooter pour y aller. Enfin, ça a été un moment un peu compliqué, mais on a donc un investissement global de 400 000, 70 000 euros d'apport pour un magasin, je dirais, de 100 mètres carrés, tout aménagé, quoi. Ok. Et les financements, après, c'est eux, ils t'aident à trouver le financement? Alors c'est ça, encore une fois, Subway, sans vouloir leur cracher dessus, mais c'est vrai que niveau accompagnement, c'est zéro par rapport à d'autres franchises. Aujourd'hui, si tu veux, le dossier bancaire, nous à l'époque, on arrivait de la banque, donc ça n'a pas été compliqué. On a fait une seule banque. On a été chez BNP, à Toulouse, à la Terrasse, on a fait un dossier de crédit, on est arrivé, le dossier, il était ficelé, comme on faisait donc pour les comités de crédit quand on travaillait avec Julien. On s'est présenté tout l'endettement, machin, ci, ça et ça, les chiffres, etc., le prévisionnel. On a été à la banque, on a fait une banque et on a eu un accord de crédit. Bon, c'est vrai qu'on était quand même parti assez serein, parce qu'aujourd'hui, je le referai plus, et d'ailleurs je le fais plus. Je vais toujours voir plusieurs banques parce que c'est c'est se donner toutes les chances. Et on a eu l'accord de crédit, donc 23 ans pour ouvrir un restaurant. On n'était ni restaurateur ni et on a lancé l'aventure. Ok, trop bien. Et sur combien de temps t'avais un emprunt? Sur 7 ans. Les crédits pro, c'est à 90% du temps, c'est 7 ans. Donc on était parti sur cette durée. On avait fait un prévisionnel, je me rappelle, première année à 350 ou 400 000 euros, et on a fait 550 000 la première année. Donc on a éclaté les chiffres. Nous, avec Julien, on faisait des gros horaires. On bossait 7 jours sur 7, de 6h du matin à 1h du matin. Donc autant te dire que on économisait beaucoup en termes de masse salariale. Et la trésorerie, on a pris 100 000 en l'espace de 6 mois, en termes de trésor. Et ce qui a
permis derrière de pouvoir anticiper, je dirais, un développement, etc. Ok. Et après, ce Subway, tu peux le revendre si tu veux? Ouais, on peut le revendre. Alors je suis en plein dedans parce que j'ai signé donc un compromis pour le revendre donc fin décembre et normalement je le vends le 19 avril donc dans quelques jours après 11 ans de bons et loyaux services. Voilà, comment dire, on a fait un petit peu le tour de Subway et celui qui reprend fera une autre activité en fait à l'intérieur, une franchise de Pokéball. Donc Okay. donc voilà, on revend. Parce qu'en fait là, t'as dû payer un pas de porte là, un droit au bail quand C'est t'avais. ça, j'ai payé 70 000 euros. Donc à l'époque, j'avais très très bien négocié. Et encore, il y a eu un jeu de surenchère parce que si tu veux, à l'époque, on est passé en fait devant ce local. Donc à l'époque, on pense Caffarelli pour les Toulousains, c'était pas un quartier qui était encore hyper développé, mais c'était une entrée de Toulouse, donc qui a mené, on va dire, dans un futur proche à grandir. Et il y avait un caviste qui déménageait parce que le bailleur avait augmenté le loyer et il avait pas de quoi payer la hausse de loyer. Et donc on est passé devant et il mettait juste l'affiche à louer. Et donc on a été le voir et il nous a dit, bah, écoutez, je veux céder mon droit au bail 30 000 euros. Et à l'époque, pour te dire, les restaurants Subway qui ont ouvert en même temps que moi sur Toulouse, c'était plus 300 000 euros le droit au bail que 30 000. Et donc le locataire, si tu veux, c'était un petit papy, t'es pas trop courant, je pense, du marché toulousain. Lui, il avait pris le local il y a longtemps. Je pense qu'il avait même pas eu de pas de porte ni rien. Donc, il s'était dit, 30 000, je me prends un petit billet qui me mettra bien pour son déplacement de lieu. Et donc, du coup, derrière, donc, nous, on a fait une offre, donc, au prix qu'il voulait, donc, à 30 000. Seulement, il y a un sushi qui a appris que le local était, comment dire, alloué. Et on a commencé à faire un jeu de surenchère, 40 000, 50 000, 60 000, etc. Et à un moment donné, bon, voilà, on a appelé le cédant, on lui a dit, écoute, faut arrêter, on va pas monter jusqu'à des montants, donc maintenant, nous, on te dit 70 000 euros, ça prend droit à l'essai et c'est valable jusqu'à ce soir. Et il nous a rappelé, il a dit, bon, c'est bon, je signe avec vous, on y va, etc. Et donc, on a eu droit au bail à un tarif vraiment, je dirais, intéressant, parce que c'est ce qui fait varier énormément ton plan de financement au départ, parce que, je te dis, on aurait eu 300 000, on aurait doublé quasiment l'investissement du restaurant. Ok. Donc dans les 400, il y avait ces 70 000 forcément. Exactement. Et après, c'est du matériel, des fours, du BFR pour le démarrage, les droits d'entrée. Enfin voilà, tout le, je dirais, le plan de financement de départ. BFR, besoin en fonds de roulement. C'est la trésor. Voilà. Souvent quand on parle de société, on pense que les sociétés elles ferment parce qu'elles font pas de bénéfices. Non, les sociétés elles ferment parce qu'elles ont plus de trésorerie. Donc t'as beau si t'achètes un truc à 10 euros et que tu le revends 1000, si on te paye que dans 3 ans, tu vas fermer. C'est ça. Et c'est surtout hyper important de prévoir du BFR à la base. C'est vrai que parfois, nous, on voyait des plans de financement quand j'étais banquier où il n'y avait pas de BFR. On retoquait les dossiers parce qu'en fait, si tu veux, il y a, c'est, comme on dit, le matelas de sécurité. C'est-à-dire que si le démarrage est plus poussif que prévu, s'il y a une tuile à l'ouverture, des travaux en plus ou quoi, bon voilà, il y a cette petite enveloppe, je dirais, qui est là pour permettre de passer les quelques semaines, quelques mois d'activité plus compliquées. C'est comme dans l'investimo, en fait, c'est le temps des travaux. Exactement. C'est ça qu'on différé. C'est ça. Le besoin. Et j'avais lu le livre du fondateur de Nike, là, Phil Knight, je crois qu'il s'appelle. Et en fait, tu vois que, tout le livre, t'es un peu stressé. Tu vois qu'en fait, ça a toujours été un problème, mais pendant des années il achetait 25 paires, et il les revendait le double. Après, il en achetait avec ça 50. Et en gros, il a jamais eu de trésorerie. Quelqu'un, je crois, il y avait des parents d'un employé, il lui avait donné 10 000 $, et à la fin, c'était devenu 10 millions. Mais c'est vrai que s'il avait pas eu ces 10 000 à ce moment-là, ça valait pas. Ok, top. Donc là, on est à 3% de ton activité. Donc, je suis content. Donc après, qu'est-ce que t'as fait? T'as ouvert un autre Subway? Non, alors en fait, on partait pour ouvrir un autre Subway avec Julien, donc on a signé la seconde licence de marque, la seconde franchise, pardon, le second droit d'entrée. On a payé et tout, et en fait, c'était donc en 2013, et Subway a commencé un petit peu à battre de l'aile au niveau du réseau. On voyait des magasins en difficulté financière parce que chez Subway, comme je pense beaucoup de franchises, t'as accès à tes chiffres aux moyennes, je dirais, de la région et aux moyennes de la France. Et à un moment donné, on a vu qu'on était quand même à 2 fois la moyenne de la France. Donc, on s'est dit, attends, on est peut-être, un contre-exemple et pas ce qui se fait aujourd'hui concrètement chez Subway. On a vu des restaurants fermés, notamment sur Toulouse. Et on a rebroussé chemin. On a pris peur, en fait, avec Julien. On s'est dit, écoute, on a une super locomotive qui fonctionne. Si demain, on ouvre un restaurant qui fonctionne pas, au final, ça va s'équilibrer, voire mettre en péril la première affaire. Donc, on a, entre guillemets, mis un peu le projet en stand-by. Puis nous, si tu veux, le Subway,
fonctionnait plutôt bien. On a voulu le mettre je dirais en autonomie. Donc on a embauché des gens, plus de personnes, formé des managers, assistants managers, etc. Et en fait, mon associé Julien a découvert une enseigne de salle de sport qui se montait dans son village à Saint-Gaudens, qui s'appelle l'Orange Bleu. Et en fait, Julien me parle de ça. Et si tu veux, alors il est pas du tout sportif. Je pense qu'il a jamais fait de sport de sa vie, si ce n'est courir 2-3 fois à l'année. Et il me parle de salle de sport. Mais je dis Julien, qu'est-ce que tu veux faire de salle de sport? On n'est pas coach, on n'y connaît rien, etc. Et en fait, il s'était un peu vexé. Donc j'ai dit bon allez, je vais envoyer un dossier donc à l'enseigne, etc. Et ils nous ont convoqué. Donc le siège est sur Rennes, le siège de l'Orange Bleu. Et donc on est monté à Rennes, donc rencontrer, je dirais le siège, les dirigeants, etc. Et en fait, on a eu un coup de cœur professionnel. Voilà, c'est breton, c'est humain. Enfin, nous, on arrivait de chez Subway, où c'était à l'américaine, les contrats en anglais, en costard, les rendez-vous, etc. À l'Orange Bleu, où tout le monde se tutoie, bonne ambiance, etc. Donc, on a, on a eu ce coup de cœur. Et on a signé, donc, un contrat de licence de marque avec l'Orange Bleu en novembre 2013 pour ouvrir, donc, un premier club de sport sur Pau. Ok. Donc on a ouvert le premier en février 2014, quelques mois après, le temps de faire les travaux, etc. Donc là, c'est des projets, on va dire à 250, 300 000 euros. Hein. C'était un peu moins cher, je dirais, qu'un Subway. Et là, t'es dans des localisations qui sont moins prisées en fait pour les salles de sport souvent. Bah c'est même pas ça en fait en soi, si tu veux, c'est que ça coûte moins cher des fours, tout l'équipement d'un resto. Tu vois, en gros, mes travaux de mes 100 mètres carrés de mon restaurant à Toulouse m'ont coûté aussi cher que mes 800 mètres carrés à Pau de salle de sport. Parce qu'en fait, si tu veux, les travaux sont plus grossiers, tu vois ce que je veux dire. Une salle de sport, c'est du placo sur des grandes longueurs. Un restaurant, t'as les petites finitions, tu vois ce que je veux dire. Ça coûte beaucoup plus cher le matériel, le mobilier, les tables, les chaises, tout est hors de prix, quoi. Donc du coup, on a ouvert le second club en février, qui a très bien démarré. C'était premier club ou deuxième club? Pardon, premier club. C'était le premier club, pardon, okay. Donc en février. Et quelques mois après, en fait, le siège de l'Orange Bleu nous appelle en disant, les garçons, écoutez, il y a un indépendant qui nous a contacté au nord de Pau, qui vend son club. On leur a dit, attendez, on a ouvert un club il y a 3 mois, nous on a ouvert le Subway il y a 1 an, même pas 1 an et demi. On leur a dit, on n'est pas Crésus, quoi. À un moment donné, les banques vont nous dire stop, etc. Et donc, on a été voir le club. On a vite compris ce qui allait pas, une gestion approximative du gérant, voilà, bon, bref. Je rentre pas dans le détail, un ancien militaire, c'était un peu compliqué, son chien attendait dans l'accueil, il y avait de l'encens quand tu rentrais, ça fumait, on aurait dit un fumoir de boîte de nuit. Enfin bref, c'était assez compliqué, et donc du coup, on a dit, on va essayer de faire l'achat avec un apport beaucoup moins important, parce qu'on avait remis 50 000 euros d'apport sur le premier projet l'Orange Bleu, donc à Pau, et là on a dit, on essaye avec 30 000. Donc c'était un rachat de fonds de commerce, c'était un peu moins cher en termes de projet. Et la banque, 6 mois après, même pas, a dit feu, on vous suit sur ce projet. Et donc on a ouvert le second club donc en août 2014, le temps de faire quelques petits travaux, l'aménagement, charte graphique, poser l'enseigne et tout ça. Et donc on a ouvert, ça faisait même pas 6 mois quoi après le premier club. Et l'engouement a été de suite, le club a cartonné. Ok. Et qu'est-ce qui fait, parce que les salles de sport, c'est encore pire que les Subway, niveau fermeture, changement de nom, qu'est-ce qui fait qu'un club, il fonctionne bien ou, en fait, si tu veux, le marché des salles de sport, en fait, quand on dit salle de sport, on va tout mélanger. Par exemple, on va mélanger un indépendant avec une enseigne, avec ci, avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, clairement, les indépendants, c'est très compliqué pour eux parce que le marché, en fait, est en train de se structurer. Au niveau des salles de sport, t'as des low cost, t'as des hauts de gamme, t'as des bons rapports qualité-prix. Enfin, je veux dire, chacun a sa clientèle, etc. Et ceux qui faisaient un petit peu tout, un petit peu rien, voilà, il y a eu des vagues de fermeture qui ont été assimilées, je dirais, aux salles de sport, mais ça a été pour la plupart, je dirais, de l'indépendant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que avoir une enseigne, c'est aussi un gage de qualité et c'est un gage d'accompagnement et d'avoir un vrai business model travaillé, quoi. Et t'as le coup de génie marketing, je pense que le plus puissant, c'est les sacs à dos Basic Fit là. Ouais. Putain, mais tu vois, les gens, il y en a partout. Alors, ça leur coûte 3 euros, je pense, à acheter. Les gens, ils l'utilisent tous. Je sais pas s'ils l'utilisent tous, mais je veux dire, il y a presque pas un jour où t'es dans la rue où t'en vois pas un, quoi. Là, ils ont fait. C'est vrai que t'en croises pas mal et tout. Ils les offrent donc à la base à l'abonnement. Donc c'est vrai que les gens, portent le sac, etc. Et ça fait ça fait genre je suis sportif, gratuit. Tu vois. C'est ça, exactement. No pain, no gain. Ils ont été super forts là-dessus, quoi.
Là, tu vois l'effet réseau, quoi. L'avantage, c'est sûr de. Et C'est après, t'as ça. les machines. Je suppose que quand t'as un réseau, tu les achètes moins cher, Bah t'as nous, mieux le ouais, tu vois, nous on quotidien. a 32 points de remise sur un package. Donc tu vois, un package, je dirais sur un format classique de club, un 600-800 mètres carrés, ça coûte 100 000 euros pour un indépendant. Et nous aujourd'hui, on l'a à 68 000 euros. Tu vois ce que je Ah veux dire? ouais. Donc c'est des économies quand même qui sont conséquentes et qui te permettent, ben voilà, de réduire tes coûts, de pouvoir du coup réduire ton prix de l'abonnement, toucher plus de Hmm. clients. Et c'est un mix de tout ça qui fait Ok. qu'on a des tarifs intéressants, quoi. Et plusieurs questions. Vous avez pour les machines parce qu'elles s'usent et tout. Enfin, on voit bien un peu les problématiques qu'il peut y avoir. Comment vous avez un roulement, vous checkez visuellement. C'est Enfin, ça. c'est comme Alors en fait, nous généralement le matos il est financé en crédit bail. ça. Crédit bail soit via, je dirais la banque, soit via, je dirais le fournisseur. Donc le crédit bail Ouais. pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est une location où à la fin on est propriétaire. Et nous, si tu veux, quand on loue via le fournisseur, en fait, ça comprend l'entretien. Après, de toi à moi, franchement, les machines de fitness, hein, je veux dire, ça s'abîme pas beaucoup. Tu peux avoir des soucis, je dirais, de cartes graphiques sur les appareils cardio au démarrage ou des poulies qui se pètent, etc. Mais franchement, c'est relativement résistant. Les seules choses qui a changé, je dirais, en gros, tous les 5-6 ans, ça va être les selleries. Tu sais, Hmm. sur les machines, forcément, les gens, ils transpirent, ils ont pas de Ouais. serviettes, etc. Et à la force, elles s'abîment. Et donc Hmm. là, tu prends un mec et il te les change sur les machines, quoi. Ok. Et t'es pas obligé de le dire, mais je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, que les salles, elles fonctionnent surtout avec les gens qui viennent pas. Est-ce que toi, Alors, t'as, ça, t'as des chiffres par rapport à ça ou? Alors ça, si tu veux, c'est comment dire, c'est un truc qu'on me dit souvent. Hmm. Alors ça dépend des enseignes. Nous, tu vois, l'Orange Bleu, c'est quelque chose qui n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'hyper fréquentants. C'est-à-dire qu'on a des gens en fait qui vont venir 2-3 fois par semaine, mais qui vont venir régulièrement. Et on fait tout en fait pour les faire venir. Pourquoi? Parce que un adhérent qui fréquente pas la salle, déjà c'est un adhérent à la fin qui se rabonnera pas. Il Hmm. est pas totalement idiot. Tu vois, il t'a fait vendre son argent pendant un an. À la fin, il va pas reproduire le Hmm. truc. Et surtout, si en soirée on lui dit t'es abonné à une salle de sport, il va dire ouais, je suis abonné à telle salle, mais j'y vais jamais. Donc tu vois, ça véhicule pas une bonne image. Donc nous aujourd'hui, si tu veux, on relance les gens régulièrement pour que, comment dire, ils puissent fréquenter la salle, etc. Après, les grosses enseignes entre guillemets aussi, comme tu parlais du discounter Basic Fit, eux, si tu veux, voilà, c'est aujourd'hui, ils pourraient pas avoir que des gens qui fréquentent. Ils font des cartes famille, les clubs sont déjà pleins à craquer, etc. Hmm. C'est compliqué d'avoir une machine si tu vas le soir à 18h. Donc si tu veux, forcément, heureusement qu'ils ont une grosse partie de non fréquentants, parce que sinon, ça serait plus des salles de sport, ce serait, je sais pas, des jungles, tu Ouais, vois. c'est ça. J'y étais à un moment et effectivement, il y avait trop de monde. C'est pour ça que là, je Mais vois pas ça, mes ça se voit abdos en ce physiquement moment. que tu y étais, ça se voit, ouais. Merci, merci. Euh, voilà, pour ça qu'il n'y a pas la vidéo, sinon on aurait trop de fans après, on n'arriverait pas à suivre. Exactement, ouais. Euh, ok. Donc top, donc t'es arrivé. Et ça, tu l'as fait toujours avec le même Julien Ouais, là? toujours avec Julien, ouais, le même associé, donc un copain d'enfance qui vient de notre petit village de Parthenay, qui a fait la même prépa HEC que moi, la même école de commerce, qui a été en Australie aussi. Il a toujours été, comment dire, il a un an de moins au niveau de l'école, donc on s'est suivi. En fait, on n'a jamais été ensemble en cours, Hmm. mais on s'est suivi, etc. Et donc on a monté le projet ensemble Ok. aussi pour les salles de sport. Ok, donc cool, cool. Et et ça, tu les as encore? Non, alors j'ai vendu les salles de sport. Comment dire, j'en ai vendu une première en 2018. Donc j'ai vendu un de mes coachs, voilà, que Ok. j'avais, comment dire, récemment embauché, qui avait 21 ans, je crois à l'époque, et qui est venu me voir un jour en me disant, écoute Jonathan, est-ce que tu serais vendeur de la salle de sport? Et si tu veux, à l'époque, nous avec Julien, donc on avait le restaurant, on avait les deux clubs, et en fait on faisait aussi ce qu'on appelle le développement pour l'enseigne l'Orange Bleu. Donc en gros, si tu veux, on vendait les contrats de licence de marque, on répondait aux gens qui font des demandes sur des sites de franchise, et on accompagnait aussi en banque pour qu'ils aient leur crédit. De par notre, Hmm. je dirais, fonction au préalable, ils ont demandé en fait d'accompagner, etc. Ils voulaient des franchisés qui fassent ça. Donc on avait quand même pas mal de boulot, et donc on a le coach donc qui est venu et qui nous a dit, écoutez, je serais intéressé. On lui a dit, écoute, voilà, c'est comme tout, il faut un peu d'argent. Voilà, bon, Hmm. malheureusement, on savait combien on le payait à l'époque. On s'est dit, voilà, la salle quand même elle fait un chiffre d'affaires qui est intéressant, qui fonctionne plutôt bien. Et en fait, il nous a dit, combien il faut d'apport. On lui a dit, écoute, il faut au moins 40-50 000 euros pour pouvoir, comment dire, potentiellement racheter la salle. Donc j'en parle avec Julien et tout. Il me dit, tu crois qu'il va la racheter? Je dis, écoute, franchement, je sais pas quoi. Peut-être qu'il va trouver 50 000, mais je veux dire, 50 000, c'est pas 50 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Tu les as ou tu les as pas. Enfin, je veux dire, il y a la question, comment dire, elle se pose elle est vite rapidement. répondue. Elle est vite répondue, exactement. Et en fait, 15 jours après, il vient nous voir et il nous dit, c'est bon, j'ai les 50 000.
Et donc là, on s'est râlé avec Julien, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, si tu veux, on m'a toujours dit, il faut vendre la poule quand elle est grasse. Et c'est vrai que le club, on l'avait racheté, il était au bord de la faillite, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas payé très cher. Et on l'a remonté à plus du double en termes de chiffre d'affaires, sans faire aucun, je dirais, d'aménagement, aucun travaux, sans changer aucune machine. C'était vraiment, je dirais, la charte, le respect des process, etc., etc. Donc on a dit, pourquoi pas? Et donc en 2018, on a donc cédé la première salle. Et comment dire, et en suivant, donc 6 mois après, donc ce jeune nous a demandé à ouvrir une deuxième salle. Donc il voulait créer une nouvelle salle. Donc il avait réservé la zone de Lourdes à côté de Pau. Et en fait, ça a été compliqué de trouver un local, etc. Il y a eu quelques déboires sur des locaux. Et donc en fin de Covid entre guillemets, donc c'était en début 2021. Nous la salle donc avait 7 ans, donc février 2014, février 2021, elle a été finie de payer. Et là, ce jeune vient nous voir en disant, écoutez, est-ce que vous seriez vendeur de l'autre salle? Et on lui dit, écoute, c'est marrant que tu nous dis ça. On vient de finir de la payer ce mois-ci. Et donc avec Julien, on en a discuté. On avait beaucoup de boulot à côté. Moi, j'avais commencé l'immobilier et puis j'avais ouvert un bar entre-temps. Je pourrais en parler. Donc du coup, on lui a dit, écoute, pourquoi pas. Et donc en février 2021, on lui a vendu la seconde salle de sport. Ok. Et tu peux parler un peu, enfin, tu mets le niveau où tu veux, mais que ce soit au Subway ou dans les salles, combien on peut espérer de marge sur un chiffre d'affaires? Alors ça va dépendre évidemment de quelle salle et de quel Subway. Nous, tu vois, aujourd'hui sur Subway, comme je te dis, je crache pas dans la soupe. Franchement, sur 700 000 euros, de 700 000 euros de chiffre d'affaires, on est monté à des prestations de gérance à plus de 150 000 euros. Donc il y a une vraie marge, d'accord, sur le restaurant parce qu'on avait des gros volumes. Prestation de gérance, c'est quoi? C'est le bénéfice? Non, en fait, c'est qu'on s'est des remontés sur une holding qu'on avait avec Julien. Si tu veux, on remonte en fait les fonds et après on se paye sur ces fonds-là sur la holding. Comment dire, on a même fait des années à 180, 190 000 euros de prestations de gérance. Donc si tu veux, et moi il y a des années, je vais pas te mentir, j'ai été 2 fois au restaurant dans l'année. Parce que déjà, le restaurant, il est à 200 km de chez moi. Donc, il est à Toulouse et toi, t'es à Pau. Moi, je suis à Pau, il y a 200 bornes. Et en fait, si tu veux, nous, en fin de première année du restaurant, on a embauché un copain à moi, qui bossait au Leclerc à Pau, qui était, entre guillemets, le copain d'une copine de l'école de commerce. Et, j'avais dit, quand on était à l'époque de l'école, j'avais dit, toi, si un jour j'ai une boîte, je t'embaucherai. Vincent, c'est quelqu'un, de super, avec des vraies valeurs, et puis un gros bosseur. Et en fait, j'ai débauché du restaurant et il m'a, en fait, géré débauché du Leclerc, pardon. Et il m'a en fait géré le Subway pendant quelques années et permis d'avoir un restaurant autonome sur lequel on se payait tous les mois sans y aller, quoi. Ok. Et lui, tu le payais un fixe ou tu le payais Ouais, je le payais un fixe. Alors au départ, je lui payais un logement aussi parce que il était, il habitait à Pau, donc avec sa femme, avec Mélanie. Et donc je lui payais donc un salaire donc à Toulouse plus un logement. En gros, ça lui faisait 2000 euros si tu veux, 2000 euros net par mois. Mais il est arrivé de chez Leclerc où, en tout cas à l'époque, les salaires étaient pas folichons. Avec des horaires compliqués, commencer tôt, etc., des horaires un peu décalés, et donc du coup, il est resté 3 ans, donc 3 ans manager du restaurant, quoi. Ok, intéressant. Et les salles de sport? Et les salles de sport, donc si tu veux, les salles de sport c'est un peu différent parce que si tu veux, tu as une phase de lancement, c'est-à-dire que tu as que des frais fixes. Donc en gros, la première année, on va dire, tu récupères ton apport en termes d'argent, et après, une fois que tu atteins ton rythme de croisière au bout de 2 ans, nous on prenait entre 2000 2500 euros chacun par salle, quoi. Okay. Donc c'est pas, si tu veux, c'est pas un McDonald's, mais c'était quand même, je trouve, bien payé pour le peu de temps qu'on y passait, parce qu'en soi, on y passait 2 matinées par semaine. Okay. Dans les clubs, c'était vraiment géré par les coachs. Tu vois, moi, je suis pas coach sportif. J'étais plus là, tu vois, pour serrer la main, discuter avec les abonnés, comment ça va, les enfants, les vacances, etc. Tu vois, faire un peu de démarchage commercial. Enfin, vraiment un travail de gestion, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, au début, faut que tu recrutes les. C'est ça. Là, le BFR, justement, il est assez important. Il est important, c'est ça. Tu pars de zéro, en fait, si tu veux, ou un restaurant, dès le premier jour, en fait, tu rentres, on va dire, entre guillemets, 100% de ton chiffre, etc. Une salle de sport, avec les prélèvements, t'as un effet de levier. Donc, t'en rentres, mettons, 100 le premier mois, 100 le deuxième, 100 le troisième. Et au bout d'un an, en fait, t'as tous les prélèvements des mois d'avant, plus les nouveaux. Et donc là, ça devient vraiment intéressant, quoi. Donc, et en fait, ouais, t'as pas de salariés dans les salles de sport, c'est des coachs qui sont là.
Alors Ok. nous, alors déjà ça, comment dire, c'est important que t'en parles et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les coachs chez nous sont salariés et c'est une obligation aujourd'hui avoir des coachs auto-entrepreneurs. Je dirais en permanence, ben, c'est du travail dissimulé. Donc c'est vrai Mm. qu'aujourd'hui, nous, dans nos enseignes entre guillemets l'orange bleu, il y a que des coachs diplômés et salariés. Et même par rapport aux gérants, tu vois, avoir un coach auto-entrepreneur. Ben, d'ailleurs, c'était une des causes pour laquelle la salle que j'ai rachetée fonctionnait pas. En fait, si tu veux, anecdote, hein, mais quand on a racheté la salle, on a été voir donc sur quelques heures le fonctionnement, etc. Et je me rappelle, c'était à midi, et donc les gens arrivent pour le cours de midi, tu vois, ils sortent les barres, les haltères, etc., etc. Et donc le cours commençait à 12h30. Et là, 12h30 personnes, 12h35 personnes, pas de coach, 12h40 personnes, et je vois les gens ranger leur matos. Et là, je dis au gérant, enfin au vendeur, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit non, mais il me dit, tu sais, j'ai des coachs auto-entrepreneurs, donc s'ils trouvent mieux en termes de rémunération, ben, pour un horaire, mais ils viennent pas. Donc si tu veux, t'as compris le truc, c'était compliqué. Ok. Donc aujourd'hui avoir un salarié, c'est aussi avoir comment dire une tranquillité, Ouais, d'avoir bien sûr. quelqu'un qui vient régulièrement, qui est dévoué à son travail et qui connaît le prénom des abonnés. Enfin tu vois, il y a pas la même Mm. relation qu'un autre entrepreneur qui fait du one shot, qui vient, qui fait sa presta et qui s'en va quoi. Ok. Ouais. Et t'étais ouvert, parce que les salles, elles sont ouvertes super tard, enfin, elles sont un peu en autonomie, t'avais ça aussi? C'est ça, ouais, 6h 23h, donc Ok. 7 jours sur 7, voilà, pour pouvoir faire du sport tôt le matin, tard le soir, les week-ends, etc. Et t'as des caméras ou t'as pas eu de soucis Ouais, de... non. Franchement, on me demande souvent, mais j'ai pas eu trop de soucis. Puis si tu veux, nous on est du service, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mec qui fait rentrer un pote à lui, bon, en soi, j'ai un petit manque à gagner, mais je veux dire, il consomme pas de matières premières. C'est pas Hmm. comme si des clients entraient dans mon restaurant, se servaient dans les sandwichs et repartaient. Tu vois, il y a un coût Ah matière que j'ai payé. Bon, là, en soi, bon, puis surtout que, comment dire, on surveille avec les caméras, mais franchement, on n'a pas eu trop de soucis. Après, moi, ouais. j'étais pas un psychorigide de la caméra, à regarder le Hmm. week-end, tu vois. Franchement, je regardais Hmm. vite fait et puis c'était Bah, parfait, quoi. puis c'est lourd, tu vas pas te faire voler les machines Bah avec non, ils aussi vont pas les voler. Elles sont gravées, elles sont logotées, tu peux pas les revendre derrière. Hmm. Donc non, franchement, on n'a pas eu de dégradation particulière durant les 7 ans. Ok. Ok, top. Et donc, ouais, en fait, t'as fait en fait, c'est comme, bah, moi, j'en parle pour les apparts. Après, on verra, bah, parce que j'ai des emprunts en ce moment sur tous mes apparts. Mais c'est vrai que le jour où t'en as plus, ben, faut autant mettre ça en bourse ou je sais pas, plutôt que, C'est ça. enfin, c'est vraiment l'effet de levier qui est intéressant. Et là, dans tes bis, visiblement, c'est exactement ce que t'as fait aussi, quoi. Tu les revends une fois que c'est. J'ai toujours réinvesti. En fait, comme tu dis, il y a deux effets de levier. Déjà, il y a l'effet de levier des rémunérations, parce qu'aujourd'hui, pour emprunter régulièrement ou des gros montants, il te faut une rémunération à la base. Hein. On te demande, Hmm. comment dire, un avis d'imposition avec de la rémunération. Et après, tu as, comment dire, le second truc, c'est la vente, la valorisation du patrimoine professionnel et la vente de ton fonds de commerce. Donc ça, si tu veux, c'est vrai que souvent, par rapport, quand on compare un salarié et un entrepreneur, le salarié, comment dire, il touche un salaire tous les mois, etc. L'entrepreneur, si ça fonctionne, il touche une rémunération tous les mois. La différence, c'est qu'il valorise un patrimoine. Et Hmm. c'est vrai que, comment dire, à la fin, tu repars avec, comment dire, avec de l'argent que tu peux réinvestir, etc., que tu n'aurais pas gagné en tant que salarié, si ce n'est l'intéressement, participation, Hmm. mais c'est pas les mêmes montants généralement Ah, bien sûr. quand tu Ah, quand ça tu change tout, hein. Ça change tout quand t'as. Après, il y a des entreprises qui se vendent, il y en a qui se vendent pas, quoi. ouais Si t'es coach sportif, tu pourras faire tout le chiffre que tu veux, tu ouais pourras pas le vendre, c'est tu ça. pourras pas vendre ton activité. Mais c'est sûr que quand c'est du dur. Et les locaux, tu les as toujours loués, tu les as Ouais, jamais j'ai achetés. toujours loué, j'ai voulu en acheter, notamment celui à Sercasté. J'avais écrit au bailleur plusieurs fois. En plus, son local était un peu en mauvais état. Enfin, tu vois, les lecs étaient à refaire. Et puis, franchement, on s'est dit à un moment donné, on lui payait un loyer tous les mois. Tu vois, on payait 2 600 € donc sur un des clubs, 4 000 sur l'autre, hors taxe par Mm. mois. Donc plus au resto, on payait 4 000 aussi. Donc on payait quand même 10 000 €, enfin 11 000 € quasiment Mm. de loyer mensuel. Et c'est vrai que ça fout les boules, hein, pour parler Ah. franchement. Surtout en plus quand t'es à côté investisseur IMO, de te dire je paye tout ça dans le vide. Mm. Donc après c'est toujours pareil. Tu sais aujourd'hui, voilà, les propriétaires s'ils ont un bon locataire, ils ont pas envie de le vendre, tu vois. Ouais, Donc voilà. par contre quand ils ont un locataire qui paye pas, ils sont plus enclins à vendre. Donc nous Mm. ça marchait bien. Bah voilà, on a fait des offres partout. On a fait une offre au restaurant plusieurs fois pour acheter les murs. Ils ont pas voulu nous les vendre parce qu'ils vendaient carrément le building entier et Mm. c'était des centaines de millions d'euros. La vente, c'est tout un building, il y a des Ah bureaux ouais. de partout, il y a la SACEM, il y a Ricard, il y a tous les sièges de grosses boîtes qui sont dans notre bâtiment. Nous, on est le resto en rez-de-chaussée, si tu veux, Ouais. en bas du building. Ils voulaient pas diviser les lots.
Donc Ouais. clairement, c'était pas dans nos moyens de pouvoir acheter les murs du resto. Pour les salles de sport, donc il y en avait un, c'était un petit papy, si tu veux, ancien agriculteur qui avait, comment dire, fait son bâtiment il y a 50 ans, qui était fini de payer, etc. Et en fait, il avait une SCI familiale et les enfants percevaient l'argent. Et les enfants préféraient avoir une rente tous les mois que du capital, Mm. surtout que le bien était plus en très bon état. Donc en soi, ils n'ont pas pu le vendre très cher et ils avaient quand même des loyers qui étaient là. Donc voilà. Mm. Ça s'est pas fait, mais j'aurais bien aimé, ouais. Ouais. Ouais, parce que ça crée encore un troisième levier, quoi, quand t'es Bah, c'est ça. entrepreneur. Puis à la fin, tu peux vendre tes murs, enfin, tu vends ton fonds de commerce, tu gardes tes murs. Bon, voilà, Ouais. c'est, toi, comment dire, ça aurait pu être pas mal. Mais encore une fois, là, c'est une question d'opportunité. Et puis c'est encore plus compliqué, je trouve, que l'IMO, en tant que particulier, parce que là, on te prête sur des bilans. Tu vois, c'est Mm. encore plus, je veux dire, le calcul pour emprunter pour un particulier. Bon, t'as un taux d'endettement, t'as des revenus, des charges. C'est du basique, tu vois ce que je veux dire. Mm. Pour un pro, c'est différent. Parce que le bilan, bon, comment dire, le bilan parle du passé, mais ne présage pas du futur, alors que le crédit, il est sur les 15 prochaines années. Et une activité, comme tu le sais, entrepreneuriale, ben, peut avoir des bonnes années, des mauvaises, etc. Et donc c'était encore plus compliqué, ouais, pour l'IMO professionnel. Ouais, c'est ça. Et puis t'as des trucs qui ont le vent en poupe, et après C'est moins, ça. et après on attend toujours la mode du bid, d'avoir du bid. On a déjà celle de pas se raser, on est déjà C'est content. ça. Si on pouvait. Et ok, donc ça c'est bon. T'as eu encore un bar, c'est ça que tu Ouais, racontais? j'ai eu un bar. En fait, ça, c'est aussi, comment dire, une anecdote, parce que si tu veux, en soi, bon voilà, moi, j'ai jamais eu vraiment de projet prédéfini. Bon, je savais que je voulais entreprendre depuis tout petit, c'est quelque chose qui m'animait, mais je savais pas quand, je savais pas comment, je savais pas avec qui, je savais pas quoi, etc. Et en fait, je me suis vraiment fié à mon instinct, je dirais au fil des années, ça a plutôt réussi. Et ça, c'est, comment dire, aussi une partie de chance. On peut tout le temps aussi le reconnaître. Hein. Chaque entrepreneur qui réussit, il y a aussi une part de chance, parce qu'il y a des éléments que tu maîtrises pas, et puis T'as voilà. déjà ton associé qui vient de ton village. Alors ça, c'est à la limite tu l'as rencontré là, mais après C'est il a fait la ça. même école, le même truc. Exactement. Puis t'es deux, c'est vrai qu'être à deux, on me pose souvent aussi la question. Être à deux, c'est vrai que comment dire, c'est aussi quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a des moments compliqués. Hein, je te cache pas. Je suis entrepreneur depuis 2012. On est en 2023, ça fait 11 ans. J'ai pas eu que des belles années. Tu vois, il y a eu la crise des gilets jaunes en ville, il y a eu le Covid, il y a eu, je veux dire, on a quand même eu des années assez mouvementées. Et il y a des fois, quand t'es au fond du seau, ben, ton associé, tu vois, tu peux lui en parler parce qu'il comprend tes problèmes. Tu vois, autour de toi, les gens, j'ai plein de potes, je suis marié, j'ai une femme, etc. Mais si tu veux, quand tu parles de ces soucis, ils t'écoutent, mais tu sais très bien qu'ils pourront rien faire pour améliorer la situation. Alors que ton associé, il vit la même chose que toi, et peut-être que lui va pouvoir, tu vois, avoir une idée, et puis ça fait du réconfort de se dire on n'est pas seul dans la merde quand c'est le cas. C'est ce que je veux dire. Bien sûr. Ouais. Et donc le bar, pardon, je te parlais du bar. Donc en fait une anecdote, parce qu'en fait, si tu veux, donc j'avais ma salle de sport l'Orange Bleu, donc la seconde que j'ai ouverte, et en face il y a quelqu'un qui a ouvert un restaurant qui s'appelle l'Oranger. Et donc, si tu veux, au départ, quand il a ouvert, ben, les gens, moi, avec Google, avec Google AdWords, etc., j'étais plutôt bien listé, si tu veux, dans le référencement. Et donc, les gens m'appelaient pour réserver des tables pour son resto. Donc, un jour, 2 jours, 3 jours, on veut une table pour 4, une table pour 5. Je dis, non, mais moi, j'ai des machines de sport, je fais pas de restauration, quoi. Et donc, j'ai été le voir et je lui dis, je suis allé me présenter, quoi. Et donc, en fait, c'était un jeune qui avait 1 ou 2 ans de plus que moi. Et donc, on discute. Je lui dis, voilà, je suis le gérant de la salle de sport en face. Je dis, pour te dire, voilà, on fait que m'appeler pour réserver chez toi, vu qu'on a quasiment le même nom. Et donc là, on se met à discuter. Je lui dis que j'avais un Subway à Toulouse, etc. Et on en reste là. Et donc, quelques jours après, ma femme, il va manger. Et tu sais, c'était le début de son restaurant. Donc, il demandait aux gens, vous travaillez où? Tu sais, il crée du lien, etc. pour, pour se faire sa clientèle, etc. Et elle lui dit, mon mari, il a l'Orange Bleu juste en face. Elle dit, ton mari, je voudrais le voir et tout. Faut que je lui parle. Ma femme rentre le soir chez moi, elle me dit, écoute, il y a le mec de l'Oranger qui veut te parler et tout. Qu'est-ce que t'as fait? Je dis, écoute, je sais pas ce qu'il veut et tout. Donc, j'ai été le voir, on se connaissait pas. Et là, il me dit, écoute, je vais te parler d'un truc. Bon, peut-être trouver ça un peu bizarre, mais pour moi, il manque un commerce à Sercasté. Donc, c'était la ville où on était. Et là, je l'arrête, je lui dis, écoute, je sais exactement ce que tu vas me dire. Il manque un bar à bière.
Et il me dit, c'est ça. Il me dit, il y a pas de bar à bière sur la ville. Il y avait juste, tu sais, un PMU de village, entre guillemets, tu vois. Bon, comment dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens aiment bien bar à bière, le côté un petit peu, tu vois, cave, etc., un peu festif. Et donc, il me dit, j'aimerais bien faire un bar à bière, mais je veux pas le faire tout seul parce que j'ai mon restaurant qui vient d'ouvrir, etc. Et moi, je lui dis, écoute, je vais être franc avec toi. J'ai déjà donc mon resto, mes salles de sport. Je fais le développement pour l'Orange Bleu. J'ai pas beaucoup de temps non plus. Donc, si ça te dérange pas, je voudrais bien faire le projet avec toi, mais aussi incorporer ma femme dans le projet, qu'elle ait une partie de mes parts pour, quand je suis pas là, tu vois, fournir le travail et pas être l'associé, le sleeping partner dormant qu'on voit jamais. Et donc en 2017, on s'est associés tous les trois et on a créé donc l'Afterwork à Sercasté, bar à bière, voilà, bar à bière, tapas, vin, etc. Et donc ça a cartonné. Et là, j'ai revendu, enfin mes parts et ma femme aussi a revendu les siennes. Donc en février 2023, donc on les a revendus à notre associé, voilà, qui avait d'autres Le projets. restaurateur. Ouais, exactement. On avait fait, comment dire, un petit peu le tour, etc. Et donc on a revendu le bar. Trop bien. Ça, c'est un bon business. T'es content avec le... Bah, les marges, elles sont folles, hein. Franchement, moi, au départ, je connaissais rien à la bière. Tu vois, moi, j'étais un bon français buveur de Heineken. Et en fait, j'ai découvert, bon, déjà, les bières belges, les trucs un peu sympas. Et puis surtout, j'ai découvert la marge dans l'alcool. Parce que si tu veux, un exemple, aujourd'hui, il y a un fût de Pils. Donc, la Pils, c'est la bière blonde classique, etc., que tu fais pour les demi. Un fût, ça coûte 30 euros. D'accord? Les 30 litres. Donc, 1 euro le litre. Donc, ça te fait, en gros, un coût de revient à 25 centimes le demi. Et un demi, aujourd'hui, dans un bar à bière, c'est 4 euros. Donc, je te laisse faire le calcul des marges. C'était des marges énormes. On faisait pas forcément un gros chiffre d'affaires parce que si tu veux, nous, on a pris le parti pris, en fait, de rester ouvert que du lundi au vendredi. On voulait pas ouvrir le samedi parce que franchement, c'est des soirées, on va dire, plus alcoolisées, des problèmes, des bagarres, etc. Nous, on s'est dit, on fait vraiment l'afterwork, lundi au vendredi. Les gens qui viennent boire un verre, tu vois, à partir de 17h à la fin du boulot jusqu'à minuit ou 2h. Et en fait, on ne faisait pas forcément un chiffre d'affaires, comme au resto, quelque chose d'énorme, mais par contre, avec une rentabilité qui était extra, quoi. Ouais. Et pour un investissement, là pour le coup, si je te donne l'investissement du bar, tu vas même pas me croire, parce qu'en fait à l'époque on avait fait donc le resto, les 2 salles de sport. Bon, moi j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu. Alors là, en centaines de milliers d'euros, quoi, à chaque fois. C'est ça. Et là j'étais un peu, comment dire, cassé financièrement, on va dire. Ouais. J'avais investi aussi un peu, dis-moi tout. Et donc là mon associé donc de l'époque, Fabien, me dit, écoute, moi les travaux je sais faire, t'inquiète pas, j'ai fait le calcul, le bar va nous coûter 20 000 euros. Et là, je lui dis, attends, mais c'est quoi, c'est un bar en dinette, les gens, ça sera des trucs en plastique et tout. Ouais. Il me dit, non, il me dit, moi, je travaille sur plan, j'ai fait les devis, travaux, machin. Il me dit, on en aura pour moins de 20 000 euros. Alors là, j'étais un peu, tu vois, choqué, quoi. En plus, on se connaissait pas. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il me raconte, quoi? Moi, j'étais habitué à des investissements à 300, 400, 500 000 euros. Là, 17 000 euros, c'est quoi? C'est le prix d'une voiture, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire comme bar? Et donc en fait, on a tout fait nous-mêmes. Donc on a fait les travaux, la licence 4. Donc pour l'alcool, on s'est rendu compte qu'en gros, si tu veux, en France, il y a une petite mafia autour des licences, si tu veux, et que c'est compliqué d'en avoir une sans payer un contrat brasseur. Et nous, on voulait pas de contrat brasseur, tu sais, où t'es pieds et mains liés avec un brasseur qui te vend le fût 3 fois le prix pour te donner 2 parasols à l'année. On se grossit le trait, mais c'est un petit peu ça. Et donc, Ok, c'est ça. Ouais, en fait, c'est ok. C'est pour avoir la licence, t'es obligé de dire bah voilà, je suis chez Cronenbourg, je sais pas. Et après, tu vends que de l'accro, enfin c'est du ça. groupe. Exactement. Et en fait, ils te font des contrats avec des volumes d'achat obligatoires. Enfin, franchement, c'est honnêtement, moi, je voulais pas me sentir, tu vois, les pieds mains liés. Je voulais être patron chez moi, quoi. Et Fabien aussi, et Caroline aussi. Et donc, du coup, on a réussi à trouver la licence. Mais encore une fois, c'est par le réseau. J'avais un copain à moi qui avait racheté un fonds de commerce où il faisait, comment dire, une enseigne de boulangerie. Il avait une licence. Donc, on a réussi à acheter cette licence sans passer par le contrat brasseur. Donc, on l'a payé à l'époque, la licence, je crois, 4 000 euros, tu vois, un truc comme ça. Ce qui était pas cher en plus par rapport à ce que se vendaient les licences, je dirais autour de 8-10 000 euros sur le marché, hein, sur le Bon Coin, etc., auprès des brasseurs. On a fait les travaux nous-mêmes. On a demandé à des fournisseurs de nous mettre des tireuses. Et en fait, si tu veux, on leur a dit, nous, par contre, c'est pas compliqué. Vous nous mettez donc 8 becs, donc 8 tireuses. Par contre, on vous signe aucun contrat. Ça prend droit à l'essai. Et là, tous, ils ont tiqué. Ah ouais, non, mais nous, il nous faut un contrat, machin. Non, si vous voulez bosser avec nous, c'est vous nous mettez les tireuses, on se serre la main et on prendra les fûts chez vous. Et donc, on a réussi à trouver un fournisseur qui nous a fait ça. Donc, on a eu les tireuses gratos mises à disposition, si tu veux, sur le bar. Et on a acheté les fûts. On a joué le jeu, tu vois. On n'a pas cherché à acheter les fûts ailleurs. On a acheté les fûts au fournisseur. Et ce qui fait qu'on a eu, comment dire, un bar monté pour 17 000 euros.
Punaise. Et combien ça coûte normalement des tireuses là, c'est cher? Bah, c'est cher. Je sais pas. Aujourd'hui, un 8 bec, ça doit valoir 15 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand même, ouais. Ouais. Donc c'est très cher. Et puis, tout l'aménagement, on a tout fait nous, tu vois. Et pour te dire, même, j'avais été voir la banque, donc la banque populaire où je travaillais, en leur disant, bah, écoutez, on aimerait monter un bar à bière. Il y a des activités, si tu veux, quand t'arrives, t'es mal vu, notamment tout ce qui est commerce d'alcool, boîte de nuit, bar, etc. Donc j'étais voir la banque, je leur avais expliqué en plus. J'avais fait un projet, encore une fois, comme quand je travaillais à la banque, hein, donc un truc carré avec les chiffres, les ci, les ça, ce qui manquait, l'étude de marché et tout. Et en fait, la banque a traîné, ce qui fait que je dis à mon associé, écoute, franchement, vu les montants, tu sais quoi, j'autofinance. Donc j'ai payé moi le bar. Et en fait, le jour où la banque a débloqué le crédit, donc des 17 000 euros, le bar était déjà ouvert. Et en fait, du coup, je me suis fait un virement et j'ai récupéré mon compte courant d'associé en suivant, quoi. Ok. Et ça, tu l'as vendu aussi, hein? Ouais, donc. Ouais, le bar, je l'ai vendu aussi. Alors, on m'a souvent dit, ouais, t'as beaucoup vendu, acheté, vendu. Mais en fait, si tu veux, c'est toujours des questions d'opportunité. Et puis, à un moment donné, la vie d'une entreprise, et ça, faut vraiment le garder en tête, c'est qu'à un moment donné, faut passer à la caisse. Tu vois, moi, j'y crois pas au truc que tu gardes 30 ans parce que les marchés changent, la vie change. T'as vu, on le voit en ce moment, hein, on sort du Covid, t'as la guerre en Ukraine, après, t'as eu les gilets jaunes, t'as vu, c'était ça. Enfin, je veux dire, le monde bouge très vite. Et aujourd'hui, il y a pas d'acquis. C'est-à-dire qu'il y a des belles boîtes d'aujourd'hui qui ont fermé alors qu'il y a 30 ans, tout le monde disait c'est des boîtes, on les verra jamais fermer. Et donc si tu veux, à un moment donné, moi je suis de l'école où j'aime bien prendre prendre mes gros billets quand je peux passer à la caisse et voilà. Et après j'exclus pas de rouvrir par opportunité, mais en tout cas on le voit bien avec la bière. Je veux dire, maintenant t'as pas mal de femmes qui boivent de la bière. Même il y a 10 ans, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup moins. C'était un peu C'est vrai. Les hippies et tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et maintenant, t'as des femmes qui boivent de la bière et ça se trouve dans 10 ans, elles boiront du vin. Exactement. Puis tu vois, ils ont fait des bières aux fruits rouges, tu vois, des trucs un peu sympas pour les femmes, pour parce que la bière c'est quand même léger, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des questions de mode. En fait, tout est des questions de mode, tu vois. On le voit à tous les niveaux, même toi sur les grandes surfaces. Au départ, c'était les petites supérettes. Après, ils ont fait des très grands magasins. Maintenant, ils reviennent sur des petits magasins. C'est des questions de mode. Donc c'est vrai que parfois, il faut savoir aussi passer à la caisse, quoi. Ok. Et un bar, ça se vend sur quoi? Sur base un multiple du bénéf, c'est compliqué, ça se base sur beaucoup de choses, sur tes taux de marge déjà, parce que si tu veux, t'as des bars qui ont plus ou moins de la marge, ça se base aussi sur un chiffre d'affaires, ça se base sur une rentabilité, et puis ça se base aussi, je dirais, sur à qui tu le vends, tu vois ce que je veux dire. On l'a vendu à notre associé, donc on a été, on a été sympa, mais si tu veux, c'est valorisé en fonction de plein d'éléments, et surtout, je vais te dire, il y a il y a quelqu'un qui va décider du prix, qui n'est ni le vendeur ni l'acheteur, c'est le banquier. Aujourd'hui, comme je dis souvent, c'est bien de trouver un acheteur, donc quand tu vends quelque chose, mais celui qui a le fin mot de l'histoire, c'est le banquier. Et je te donne un exemple, quand on a vendu la salle donc de Sercasté, donc celle qu'on avait rachetée à un indépendant, la première qu'on a revendue, on avait fixé un prix avec l'acquéreur, et la banque nous a dit non, je vous finance, mais pas à ce prix-là. Et donc la banque a cassé 30 000 euros sur le prix de cession. Et toutes les banques nous ont dit, nous, ce sera à ce prix-là. Donc au final, tu vois, même avec Julien, mon associé, on s'est dit, attends, c'est quand même incroyable. Tu travailles, tu fais un truc, tu trouves un acheteur, tu fixes un prix, que nous, forcément, on trouvait correct. L'acheteur le trouve aussi correct. Et en fait, la banque met son veto. Et derrière, te baisse le prix de ta vente, quoi. J'ai un pote, il a acheté une maison. Et une des banques, elle lui avait aussi dit... En gros, la maison, elle est trop chère, on vous finance pas, vous mettez 50 000 euros de votre poche parce que on vous finance pas le truc. Bon, moi, je connaissais pas la ville où il avait acheté, mais j'avais pas étudié le marché, mais c'était aussi, je sais pas si on peut dire intéressant, mais en tout cas, voilà, qu'il y ait une vérification qui soit faite à ce moment-là, quoi. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que t'as fait de tout cet argent? Du coup, j'ai fait de l'immobilier. Et là, attends, il te reste t'as plus de bise, là, en fait. Alors, actuellement, si, j'ai une boîte de conseil, si tu veux, où je fais la partie développement pour l'Orange Bleu, où je vends des contrats de franchise, j'accompagne les partenaires en banque, etc. Donc, j'accompagne sur ta partie pré-projet, je suis payé à la mission, si tu veux. Et donc, aujourd'hui, pas encore aujourd'hui, hein, ça sera donc le 19 avril, quand j'aurai vendu le restaurant, on va encore être prudent. Mais après, oui, j'aurai plus de commerce, je dirais, physique, plus de commerce physique. Et donc, qu'est-ce que t'as fait de tout l'argent que t'as encaissé? Et donc, tout l'argent, je l'ai réinvesti au fur et à mesure. Donc, ça s'est fait, je dirais, donc au fil des années. Hein. Donc, aujourd'hui, j'ai une quinzaine d'appartements sur Pau. J'ai acheté aussi il y a un an en Espagne.
donc un appartement, et j'ai comment dire pour objectif, si tu veux, je dirais à moyen terme en fait de gérer que mon parc immobilier et de rester que sur l'IMO quoi. Ok. Sachant qu'au départ, si tu veux, moi quand je suis parti dans l'IMO, comme je dis souvent, il y a deux écoles, tu vois, il y a ceux qui vont faire des financements à 110% sur 25 ans, et il y a ceux qui vont faire des plus courtes durées. Moi au départ en fait, si tu veux, bon, j'avais pas trop de culture immobilière, tu vois, mes parents, comment dire, bon, sont propriétaires de leur maison, mais c'est tout. Dans mon entourage, j'avais pas forcément grand monde qui a fait beaucoup d'immobilier, donc tu vois, j'étais un peu le précurseur, je savais pas trop où aller. Et c'est vrai que mes premiers achats que j'ai fait des crédits courts, j'ai fait du 12 ans, 10 ans, et je me disais juste, voilà, il faut que le loyer, je rajoutais 150 euros par mois à la mensualité, et je me dis, ça me paye ma taxe foncière, mes impôts, et ci et ça, quoi. Et donc, au départ, j'étais parti un peu sur ça, tu vois ce que je veux dire. Et par la suite, j'ai arbitré, en fait, mes placements, et aujourd'hui, voilà, je fais des durées un peu plus longues pour générer du cash tous les mois, et donc, voilà, je me suis adapté, quoi. Ok. Et c'est quel type d'appart que t'as? Alors j'ai beaucoup de studios, du T1, T2, on va dire où il y a les plus fortes rentabilités. J'avais aussi acheté une maison que j'ai revendue, etc. Mais c'est compliqué en fait. Dès que tu as des maisons ou des F3, etc. C'est souvent des familles, tu vois. Mm. Et comment dire, t'as du bon et t'as du moins bon. Bon, je me dis sur du studio, moi j'ai quasiment que des étudiants ou des retraités. Donc si tu veux, franchement, je suis pas embêté quoi. J'ai eu comme tout le monde, hein, j'ai eu quelques impayés, quelques soucis, etc. Mais je veux dire, c'est toujours moins compliqué de résoudre le souci avec un étudiant ou avec un retraité que quand il y a une famille avec deux, trois enfants, etc. Où là c'est un peu Où il y a plus beaucoup galère de quoi. sentimental qui rentre en Bah, c'est jeu. ça, et puis Et- c'est des plus gros loyers aussi, tu vois. Mm. Là, le risque il est dilué en fait, tu vois, sur Mm. des studios, etc. Que de faire un gros projet d'appart, etc. Bon voilà, j'avais aussi regardé par rapport à la coloc. Je sais que Nico Labatte notamment Mm. en fait beaucoup. Après, c'est vrai que je trouve que le marché de la coloc, tu vois, aujourd'hui, en tout cas, nous sur le secteur de Pau, il est très concurrentiel. Et Mm. puis franchement, les gens sont bons, tu vois, ils font des bêtes d'appart avec Mm. tout l'équipement qu'il faut, c'est super joli. Donc bon, donc je suis parti sur de la location meublée et un peu de courte durée aussi. Ok. Et bah la courte durée, c'est pareil. Au début, tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, et puis maintenant, les apparts, ils sont nickel. Hein, quand Bah c'est tu. ça. Là tu vois, j'en ai un sur Pau. En fait, moi je passe par une conciergerie. Enfin, je gère tous mes biens si tu veux en direct. Il y a qu'un appartement que je gère en conciergerie, c'est l'appartement que j'ai en Airbnb donc sur Pau. Parce que je voulais faire un test. En fait, tu sais, moi je suis quelqu'un de très prudent. On m'a parlé du Airbnb il y a quelques temps, etc. Pardon. Et en fait, j'ai dit tiens, ce que je vais faire avant de mettre plusieurs appartes, je vais tester sur un et sur un an. Donc là, depuis septembre 2022, j'ai mis un studio donc que je louais historiquement 390, 400 euros par mois. Donc je l'ai mis sur Airbnb. J'ai fait quelques petits aménagements, tu vois, déco, que ce soit joli. Et aujourd'hui, c'est un studio que je loue entre 1100 et 1200 euros par mois. D'accord, donc en Mm. termes de loyer, j'ai pris une conciergerie sur Pau là, franchement qui est top, la UNB, et qui me gère tout en fait, si tu veux, la partie, ils répondent aux demandes sur Airbnb, ils me changent les draps, ils mettent les petits cafés, les petits thés, Mm. c'est les petits shampoings, etc. Et j'attends de voir sur un an parce que là, si tu veux, j'ai fait des beaux chiffres d'affaires, mais qui ont été un peu, je dirais, atténués par les charges en électricité, notamment là sur Mm. l'hiver, parce que ben, comme tu le sais, hein, quand t'es en location courte durée, c'est fenêtres ouvertes, radiateurs à Ah ouais. fond. Et puis c'est toi qui les payes, c'est toi qui change tout. Exactement. Et donc Mm. du coup, j'ai pris des bastos. Hein, pardon, j'ai pris des bastos à plus de 300 euros, donc sur des studios de 20 mètres carrés par mois. Donc si Mm. tu veux, ma marge, je dirais, a été en partie mangée sur les mois d'hiver, mais je veux me faire un calcul, si tu veux, sur l'année complète avec les beaux jours où Mm. du coup il y aura plus ces charges d'élec, voire un Mm. petit peu la renta quoi. Et ça me fait aussi un locataire Ah de ouais, moins à c'est trouver. intéressant. Bah nous, on se pose la question là. Bah j'ai un studio, c'est marrant, j'ai à peu près les mêmes chiffres. Hein. Je louais un peu moins de 400 et il fait à peu près 1200. Alors là, entre guillemets, c'est du collectif D'accord. au gaz, donc c'est là-dessus, je suis plutôt content. Après, on a un autre appart plus grand et là, je trouve que, en fait, je sais pas, on pourrait le louer dans les 600. Et en fait, si tu rajoutes, on loue un parking aussi pour les gens. Si tu rajoutes le parking, là, j'ai regardé, on a eu 175 euros d'élec Ouais. que tu payes pas normalement. Tu rajoutes Internet plus la conciergerie. Alors, en fait, tu vois que si l'appart il sort pas 1300, C'est 1400, ça. en fait, tu t'y retrouves pas. C'est ça. Il Plus faut. le temps, nous, les concierges, ils sont très bons, mais c'est beaucoup de temps quand même. Tu vois, on a eu des fuites d'eau, on a eu des trucs. Il faut changer un coup, faut changer le four, un coup, il faut. Enfin, t'en Ouais. entends quand même parler souvent, je trouve, par rapport
par rapport au reste, quoi. Bah écoute, pour l'instant, franchement, j'en entends pas trop parler, donc je touche du bois, tu vois, que ça m'arrive pas. Après, ouais, en effet, il faut tout compter. C'est vrai que bon, t'as l'abonnement Netflix, Internet, etc. Mais là, tu vois, pour te dire, actuellement, quand je déduis toutes les charges donc sur cet appartement, j'arrive, donc même avec des factures d'EDF à 300 euros, j'arrive à un loyer qui était le loyer que je dois à l'année. Donc si tu veux, entre guillemets, comme je dis, là je mange mon pain dur, c'est les années les mois un peu compliquées, mais au final, je gagne autant qu'avant. Par contre, cet été, j'ai hâte de voir un petit peu les rentas, parce qu'en plus les nuits, si tu veux, moi j'ai mis les prix libres. Entre guillemets, c'est Airbnb qui me fixe mes prix. Alors, j'ai mis, comment dire, un plancher, voilà, et un plafond. Mais si tu veux, ça varie en fonction de la demande sur la zone, etc. Donc là, toi, j'ai vu pour juillet, août, à Pau, bon, on est quand même dans le sud, proche des montagnes, de la mer, etc. Donc c'est vrai qu'on a quand même plus de demandes, et j'ai vu que les prix avaient pris 30%. Donc on verra un petit peu en fin d'année. Je ferai le point par rapport à ça. Et j'ai lancé aussi la LCD, donc en Espagne. Ok. Bah, tu peux nous raconter, un peu l'achat en Espagne. Ouais. C'est dans quel coin? Alors c'est à Santa Pola, c'est au sud d'Alicante. Donc voilà, on est vraiment au sud-est de l'Espagne. En fait, si tu veux, ma femme est d'origine espagnole. On a toujours aimé, comment dire, l'Espagne, etc. Tu vois, le côté la Dolce Vita, tu vois, manger à 23h le soir, la météo plutôt clémente, etc. Et on y a été régulièrement. Et là, il y a 2 ans, on a été donc à Santa Pola. En fait, généralement, on allait vers Calpe, Denia, tout ça. Je sais pas si tu connais, c'est un peu plus au nord. Et là je vois, parce que j'ai mis la carte. Tu vois où c'est, ouais, c'est au sud-est de l'Espagne. Et en fait, on allait souvent, si tu veux, à Denia, Calpe, etc. Et en fait, il y a eu l'année Covid, on s'est dit, on va pas réserver à l'avance, parce que tu vois, avec s'ils bloquent les frontières ou quoi, donc on va pas y aller. Donc on avait été en Corse passer les vacances. Et donc on a voulu après réserver pour aller en Espagne, il y avait plus rien, on s'y était pris un petit peu tard. Et donc ma femme me dit, écoute, j'ai trouvé une location à Santa Pola. Je dis, mais c'est où ça, Santa Pola? Elle me dit, écoute, c'est plus au sud. Je connaissais pas du tout, tu vois. Et je dis, bon, écoute, à voir, quoi. Et en fait, on a été là-bas, et c'est une ville, franchement, fantastique, très familiale, et qui a un point qui m'a fortement intéressé d'entrée, c'est que c'est une ville de 40 000 habitants en hiver. Donc après l'été, il y a peut-être 150 000 ou 200 000, je sais pas. Mais en fait, il y a aucun hôtel dans la ville. Ok. Aucun hôtel. Et donc en fait, si tu veux, quand j'ai vu ça, je me dis mais attends, je comprends pas. Donc j'ai parlé avec une Française qui fait un peu d'immobilier là-bas, que j'ai rencontré et tout, une ancienne hôtesse de chez British Airways, et on a discuté. Elle me dit en fait en Espagne, c'est la politique, c'est que les Espagnols puissent aussi louer leur appartement l'été pour se faire un peu d'argent, tu vois. Ça leur fait des revenus complémentaires. Okay. Et en fait, le maire de Santa Pola est à fond dans cet état d'esprit, si tu veux. Et aujourd'hui, il y a aucun hôtel. Donc en fait, le Airbnb marche bien, mais c'est pas du Airbnb de masse, tu vois. C'est pas Benidorm où il y a des bars partout, etc. C'est vraiment très familial. Donc c'est les gens qui viennent en famille. C'est une ville vraiment très très safe. Et donc du coup, je lui ai dit, mais attends, il y aurait peut-être un truc à faire sur du Airbnb. Ma femme me dit, t'as toujours dit jamais de résidence secondaire. C'est vrai que moi petit, j'imaginais la résidence secondaire, c'est la vieille maison à la campagne où quand t'arrives, t'as les ampoules qui sont grillées. J'ai une maison de famille dans les Vosges, c'est exactement ça. Elle est pas habitée, faut s'accrocher, quoi. Araignée, t'as tout le temps un truc à régler. T'arrives, t'as toujours une tuile. Au final, tu viens passer les vacances. La tondeuse, elle démarre jamais. C'est ça. T'as 1,50 m d'herbe dans le jardin. Et donc, je lui avais dit, moi, je veux pas de résidence secondaire. On s'est obligé à y aller souvent, etc. Et là, je lui dis, franchement, je me verrais bien prendre un appartement ici. Et donc, on y est revenu 2-3 fois, tu sais, pour être, entre guillemets, sûr du coin, commencer un petit peu à discuter avec les gens, etc. Parce que acheter en Espagne, c'est pas du tout, je dirais, similaire à la France, hein, le rôle de chacun, du notaire, etc. T'en avais parlé sur un podcast que j'avais écouté, mais en gros, le notaire, là-bas, a juste un rôle d'enregistrement, hein, ça coûte 300 € le notaire, hein, il vérifie ta pièce d'identité à toi et, comment dire, et au vendeur. Et en fait, si tu veux, il faut bien être calé sur tout ce qui est, je dirais, l'urbanisme, etc. Parce que déjà, par exemple, tu es solidaire de toutes les dettes de l'appartement. Si le propriétaire, enfin le vendeur, a jamais payé une seule charge de copro, mais quand tu rachètes le bien, tu récupères donc toutes les dettes. Ouais. T'as aussi, comment dire, le bâtiment peut être rasé dans 6 mois, t'es pas au courant. Si tu demandes pas à un avocat de faire les démarches auprès de l'urbanisme, enfin c'est quand même, faut être prudent en Espagne. Plus risqué, quoi. C'est plus risqué. Et donc on a commencé à chercher des biens sur les sites espagnols. On a identifié plusieurs et on a passé donc une semaine donc à Santa Pola pour en visiter. Et il y en avait un en particulier qui nous plaisait, qui était dans le même immeuble où on louait quand on venait, si tu veux, à chaque fois. Donc on connaissait déjà l'immeuble, on connaissait les propriétaires. Il était à 50 mètres de la mer et on s'est dit franchement celui-ci il nous le faut. C'était un Suédois qui le vendait, qui était rentré en Suède.
Et en fait, on a fait pareil, une offre, on a dit, voilà, c'est valable jusqu'à ce soir. En gros, si tu veux, on a dit à l'agence que on avait une semaine pour acheter un bien, donc on en envoyait plusieurs. Et en fait, donc on lui a fait une offre. L'appartement à la base était à 69 000 euros. Et j'avais envoyé, si tu veux, une amie sur place, une Française qui fait aussi de l'immobilier, le visiter. Et l'agence lui avait dit, écoutez, il est négociable jusqu'à 65 000, mais pas en dessous. Le propriétaire était catégorique. Donc elle m'a dit, voilà, c'est à 65 000 euros, il est à toi. En soi, c'était déjà plutôt un bon prix, mais bon, j'ai dit qu'il tente rien à rien. On va quand même essayer de négocier un petit peu. Donc on a été voir l'appartement, on a regardé, etc. Il était, comment dire, plutôt en bon état, mais un peu à la mode espagnole, tu sais, avec les meubles en pin, le lino, foncé comme ça. Ouais, exactement. Ouais. Franchement, c'est tous les mêmes. C'est, comment dire, c'est par rapport à nous, entre guillemets français, c'est un petit peu ancien par rapport au mode, je dirais, actuel. Et donc, du coup, on lui a dit, écoutez, on serait intéressé pour faire une offre à 59 000 euros. Donc, au lieu des 69, et on savait qu'à 65, etc. Et en fait, on n'a pas eu de retour pendant 1 ou 2 jours. On a vu d'autres appartements, mais qui étaient, franchement, qui étaient pas exceptionnels, si tu veux, qui étaient pas du premier choix. Et donc là, j'ai dit, écoute, je vais tenter un coup de poker. Donc, j'ai écrit à l'agence et je lui ai dit, écoutez, on vient d'avoir une offre acceptée sur un bien. Le vôtre, on préfère le vôtre. Donc, écoutez, je vous renouvelle mon offre valable jusqu'à ce soir. Et là, en fait, elle m'a rappelé 2 heures après. Elle a eu le propriétaire et on a pu, comment dire, on a pu acheter le bien donc à 59 000 euros. J'ai été le retaper. Donc, c'est mon premier appartement. J'ai retapé tout seul l'été dernier, donc avec un copain à moi, Julien, qui est pas Julien de mon associé, un autre Julien, et qui connaît rien à l'immobilier, rien aux travaux, qui est dans l'aéronautique et qui est venu me prêter main forte pendant 15 jours. Il faisait 40 degrés, je te cache pas, on a bien sué à aller. Puis tu sais, moi je parle pas encore bien espagnol, aller au Leroy Merlin, demander les cuisines, les trucs, puis c'est pas, franchement, un calvaire. On a refait un appartement qui est franchement plutôt propre, au goût du jour, etc. Et donc on s'est dit, maintenant il faut le louer. Et en fait, en Espagne, tu loues pas un appartement comme en France du jour au lendemain. Il te faut une licence touristique. Okay. Donc du coup, j'ai été voir en fait un avocat. En fait, la licence touristique, si tu veux, c'est l'urbanisme qui la donne, d'accord. Et ils viennent voir l'appartement, d'accord. Chaque appartement qui est loué en Espagne avec une licence touristique a été vu par un architecte ou par quelqu'un d'urbanisme. Et en fait, si tu veux, pour l'instant, ma licence est entre guillemets bloquée parce que il demande un diagnostic du bâtiment. Vu qu'il y a des travaux en cours, je l'ai pas encore à jour. Et donc l'avocat m'a dit, vous devriez essayer de le louer au mois, parce qu'en fait, en Espagne, tu as différents types de location. Tu as la courte durée, donc c'est moins de 30 nuits. T'as en gros la moyenne durée, c'est plus de 30 nuits, et après t'as à l'année. Et donc j'ai dit à ma femme, écoute, ça coûte rien, on va le mettre sur Airbnb avec 30 nuits minimum. Et en fait, ça cartonne, mais ça cartonne de fou. Pour un mois à chaque fois, il est loué pour l'instant, entre les pires mois que j'ai fait, c'était février, on l'a loué 1 200 € le mois. Là, on l'a loué 1 400 € ce mois-ci. Je l'ai loué 1 800 € en juillet. Et sur un appartement que j'ai payé 59 000 € et dans lequel j'ai mis 4 000 € de travaux. Donc là, les rentabilités, c'est énorme. Et en plus, j'ai un bon produit parce que si tu veux, c'est pareil. Ça, comment dire, tu peux faire des belles rentabilités dans des villes, entre guillemets, un peu plus reculées. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des investisseurs, c'est le choix qu'ils font, ce que je respecte. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien avoir quand même des biens, je dirais, bien placés, de qualité, pour me dire, tiens, le jour où j'ai besoin, si je dois le revendre, je mettrai pas 2 ans, tu vois, à céder le bien, où j'ai pas devoir le brader pour le vendre. Et donc, en plus, si tu veux, comme je dis, pour 59 000 € à 50 mètres de la mer, à 40 mètres carrés, donc c'est un T2 avec balcon, puis j'ai accès à un toit terrasse de 40 mètres carrés qui est juste au-dessus. Donc, où j'ai la clé pour faire des soirées et étendre le linge, éventuellement. Et donc, du coup, des rémunérations qui sont énormes, quoi. C'est incroyable. C'est en gros 12 000 €. Tu te dis, en fait, si tu as 59 000 € de côté, tu peux avoir si tu regardes un smicard, tu vois, en gros, imagine, il a hérité de 60 000 €. Il pourrait ne jamais bosser. C'est ça. Et l'autre, il doit bosser toute sa vie pour la même chose. Mais c'est ça. Toi, j'ai parlé là-bas avec un plombier. Quand j'étais là-bas, j'ai discuté avec un plombier. Et lui, en fait, si tu veux, en Espagne, tu peux acheter des rez-de-chaussée vraiment pas cher. Tu vois, il y a beaucoup de rez-de-chaussée qui sont en vente. T'as des tarifs, genre t'as des 90 mètres carrés à 30 000 €. Okay. Mais par contre, t'es entre 4 bâtiments, si tu veux, où tu vois pas le soleil de la journée, quoi. Ouais. Et en fait, le plombier m'a dit, j'ai tenté le coup. Donc, il a acheté l'appartement, donc 30 000 €, 90 mètres carrés. Il a fait franchement un dortoir, qu'on dirait une auberge de jeunesse. Il a mis des lits en randonnion, enfin une déco pas soignée, etc. Et il m'a dit, là, sur l'été, il a fait 4 ou 5 000 € de loyer, rien que sur juillet-août, pour un appartement payé 30 000. Donc, bon, certes, il a pas un appartement bien placé,
mais des loyers. Tu sais, les jeunes qui vont en vacances l'été, ils passent peu de temps dans l'appart, ils vont à la plage, ils s'en foutent, tu vois. Et donc aujourd'hui, des rentas, là, je te dis, grosso modo, je vais être en projection sur l'année entre 12 et 15 000 euros de loyer. D'accord, pour un bien payé 59 000 euros, honnêtement, en France, c'est rare. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux trouver la perle rare, mais c'est rare, quoi. Et ouais. Et les impôts, c'est comment là-bas? Alors en fait là-bas, si tu veux, ils font une balance entre guillemets entre tes recettes et tes charges. Et après donc ils te taxent à 19%. Donc en gros, par exemple, tu as 1 000 euros de loyer, 500 euros de charges, ils prennent les 500% et tu payes 19% donc à l'État, soit au trimestre, soit à l'année. Et ça, pour ce faire, j'ai pris un avocat sur place pour gérer les papiers parce que bon, c'est vrai que déjà je parle pas bien la langue, encore moins lire les documents en espagnol. Et donc, je suis passé par lui pour ma licence touristique. Je vais quand même l'avoir parce que si tu veux, en Espagne actuellement, tout du moins dans ma région, parce que les Espagnols marchent beaucoup de ces par région, on a le droit à 5 licences touristiques. D'accord? Donc, en gros, par personne. Donc, pas propriétaire. Donc, si tu veux, je me suis dit, même si je loue au mois, et ça marche plutôt bien, du coup, avec mon épouse, on a dit, c'est quoi, on va pas louer à la semaine, parce qu'à la semaine, il faut faire venir une femme de ménage, il y a toute une logistique, etc. Alors que là, tous les mois, on y va, soit en avion, soit en voiture, et on passe une semaine quand on y est. Et donc, on a dit, on va donc louer qu'au mois, mais quand même demander la licence touristique, parce que si un jour, ça venait, comment dire, à se réduire les licences, tu vois, ça qu'on voit beaucoup de cas aujourd'hui, nous, dans le sud-ouest, tu vois, le Pays Basque, ça devient compliqué pour le Airbnb. Il y a Barcelone, c'est pareil. Donc on s'est dit, il faut quand même jouer la sécurité, demander la licence touristique pour être tranquille si un jour il la demande pour louer, tu vois, même au mois. Quoi. Ouais. Oui, puis après t'es jamais à l'abri de plus avoir des gens pour le mois et de devoir. C'est ça. Là, c'est toi qui fais les entrées-sorties. Ouais. Alors entrée, en fait, j'ai mis une boîte à clé, si tu veux. J'ai mis une boîte à clé donc sur la boîte aux lettres. Et en fait, ce qui est bien qu'Airbnb, c'est que tu paramètres tout. Tu vois, le jour de la résa, enfin le jour où ils arrivent, ils ont la photo de la boîte à clé avec le code. Ils ont la photo de la porte de l'immeuble, la photo de la porte de l'appart. Enfin, ils ont vraiment, si tu veux, le chemin pour y accéder. Et après, moi, je fais les sorties. En fait, l'avantage, tu vois, c'est quoi depuis Toulouse, il y a des vols Ryanair toutes les semaines à 30 € l'aller-retour. Donc, quand j'y vais, tu vois, je prends un pote à moi. Généralement, ils sont bien contents de venir avec moi faire le ménage parce que du coup, ils passent 5 jours au soleil tranquille. Et donc, on profite bien. Ou j'y vais avec ma femme et on part en voiture. On y reste une dizaine de jours et à télétravail depuis là-bas, quoi. Trop bien, cool. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour, hein. Franchement, t'as un super parcours. Bah, je pense que t'en es fier et t'en es content. Tu veux dire un petit mot de la fin? Je sais pas. Non, écoute, déjà merci beaucoup à toi pour les podcasts. Comme je t'ai dit, j'ai découvert ça avec le podcast de Nico et c'est vrai que depuis, franchement, tu m'accompagnes, je dirais, sur mes trajets sur la route ou durant mes travaux. C'est vrai que durant mes travaux, j'ai la JBL, le podcast de Thibaut et franchement, je passe toujours des bons moments avec les invités qui sont comment dire, tous divers et variés avec des parcours hyper intéressants. Et puis c'est bien de parler avec des gens, tu vois, qui partagent la même passion, tu vois, qui racontent entre guillemets les soucis qu'ils ont eu ou leur réussite et ça te permet toi aussi, tu vois, de faire tes choix en fonction. Donc non, surtout un grand merci à toi pour ton accueil et pour tes podcasts, Thibaut. Ok, top. Et si on veut te contacter, on peut t'écrire sur Insta? Ouais, bien sûr, j'ai un Insta, c'est donc Jo comme Jonathan, _Beau comme Boutino, _64. Jobo 64. Voilà. JO_BO_64 et puis je te taguerai de toute façon dans l'épisode. Et merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Franchement, il faudrait que je passe une fois à Pau. Avec grand plaisir, si tu veux venir à Pau, on fait une soirée avec Nico, ou alors si tu viens en Espagne, je te montrerai un petit peu quelques bars à tapas sympas. Ok, top. Merci beaucoup. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Et merci Thibaut. À la bientôt, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Pensez à le partager en story, ça me fera du bien. Ou sinon, si vous voulez m'appeler, si vous voulez rentrer dans le club Invest, si vous voulez faire des gros billets, ça se passe où? www.grosbillets, bien sûr, au pluriel.com. www.grosbillets.com. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode. Bien sûr, du feu de Dieu. J'en ai plusieurs en stock, ne vous inquiétez pas, vous ne serez jamais en rate d'épisode. Allez, bye bye.